de syndiqué communiste à entrepreneur capitaliste. Comment on passe de la CGT, qui donc, faut le dire, est un syndicat communiste, clairement, à entrepreneur dans le Bitcoin? Je fais une opération des yeux pour plus avoir de lunettes, et l'opération est foire. Je perds la vue à 70%, je suis avec tout flou, panique à bord. J'aurais pu juste prendre les allocations handicapées, me plaindre toute ma vie, mais non. Et ça, j'aimais bien, je voulais transmettre ça. Les emplois EDF payent quasiment rien pour l'électricité. Et je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire avec ça? Et je cherche sur internet, et Eureka, je me dis, bien sûr. J'ai miné des cryptos. Ça te chauffe toute la maison. J'avais mis des gaines pour chauffer la baraque. J'avais envoyé par la VMC, j'avais envoyé par partout. Donc en plus, ça faisait du chauffage gratuit. Ah oui, j'ai pu allumer le chauffage, plus jamais après. Et là, du coup, t'as plus accès à l'énergie gratuite chez EDF parce que tu t'es fait choper entre deux. Faut quand même peut-être parler de cette histoire. Parce que... L'erreur de débutant dans le mining, c'est de se dire, je vais faire en combien de temps je vais rentabiliser mes machines. Tu peux pas savoir. Le mec qui dit, en 18 mois, t'as rentabilisé tes machines, c'est soit un menteur, soit un incompétent, soit un mix des deux. Le vrai calcul à faire, c'est est-ce ou est-ce que pour un bitcoin? T'as quelque chose qui est décentralisé, immuable, infalsifiable. T'as pas un état qui peut mettre la main dessus, il y en a que 21 millions. On s'est fait voler toutes les machines au bout d'un mois. Enfin, voler. Les communistes appellent ça nationaliser. J'ai fait plein de tests pour savoir si j'avais le droit de me rouler en voiture, des tests neuropsychologiques, des tests de QI, des tests de neuropsychologue. J'ai appris plus sur moi-même en une semaine que dans toute une vie. Ok, là on parle trop bitcoin, c'est trop bien tout. N'en faites jamais une religion. Rien n'est sûr, rien n'est certain. Qui pensait que Kodak allait mourir? Qui pensait que Nokia allait mourir? Qui pensait que Google était encore intouchable il y a un an? Donc je suis aujourd'hui avec Florent. Salut Florent. Salut. Donc Florent, aujourd'hui tu as la tête d'une entreprise de mining de Bitcoin et tu as des mineurs en Islande. C'est ça, donc je suis Florent Gabriel, cofondateur de Blob.io, qui est une entreprise qui exploite des mineurs dans des pays du tiers-monde, dont l'Islande. Ah bah, l'Islande, c'est pas vraiment le tiers-monde. Non, ça va, ils ont mis leur banquier en prison en 2008. Non. Et donc ce qui est incroyable, c'est que aujourd'hui, donc, tu es un entrepreneur, tu as fond dans le Bitcoin. On va avoir l'occasion justement de discuter du Bitcoin, de pourquoi t'être lancé là-dedans. On va aussi parler de tes incursions dans Ethereum, qui sont aussi très intéressantes. Mais ce qui est vraiment dingue, c'est que quand tu as démarré, il y a quelques années, tu étais technicien syndiqué chez EDF. Ouais, sur des barrages hydroélectriques. Ouais. Waouh, donc comment on passe de technicien syndiqué? Tu étais chez quel syndicat? CGT. Donc comment on passe de la CGT, qui donc, faut le dire, est un syndicat communiste, clairement, à entrepreneur dans le Bitcoin? L'écart semble vraiment grand. Donc je pense que tu as des choses à raconter là-dessus. Des communistes capitalistes. Voilà, de syndiqué communiste à entrepreneur capitaliste. Ça sera peut-être un bon titre de vidéo d'ailleurs. Ouais, ça peut être pas mal, ouais. Alors déjà, comment tu t'es tombé dans la crypto? En fait, j'ai toujours été à la recherche de rendement passif. Quand j'avais 19 ans, j'en ai 33 aujourd'hui, donc bien avant la crypto, j'ai arrêté mes études, j'étais en BTS de maintenance, j'avais fait 1 an et demi dedans et j'avais eu une opportunité de faire du blanchiment dentaire. Et j'attendais le regard. tu fais pas mal de blagues comme ça, mineur de Bitcoin. Et non, des vrais mineurs. Non, ouais, des mineurs de Bitcoin. Donc, j'ai arrêté 3 mois avant le BTS pour me lancer là-dedans. C'est le truc des barres à sourire aux États-Unis, de blanchir les dents et tout. J'avais vu cette opportunité. D'ailleurs, t'as les dents très blanches. Merci. Tu utilises toujours le... Oui. Et je me suis dit, let's go, j'ai pas le temps. La vitesse d'exécution va primer. J'ai pas le temps, il faut que je fasse ce business. Donc, j'ai arrêté 3 mois avant mon BTS maintenance, mes études. Et j'ai foncé là-dedans avec toute la conviction qu'un jeune de 19 ans et toute la connerie qu'un jeune de 19 ans qui n'a pas fait de boîte et qui n'a aucun entrepreneur autour de lui, qui vient d'une famille classe moyenne, basse, père ouvrier, mère au foyer, divorcé, enfin classique shit quoi. Et je me lance là-dedans et je me plante. Au bout d'1 an et demi, je me plante et je fais de l'intérim pendant 3 ans. Le temps de me refaire, parce que j'avais perdu le peu d'argent que j'avais. Donc le temps de me refaire, c'était censé être provisoire. Je faisais 48 heures par semaine, 2 fois 12 le week-end. Ma femme, elle bossait au restaurant, 60 heures par semaine. Enfin bref, on n'avait pas de vie. Et on a fait un accident de bagnole où on a failli perdre la vie, un choc frontal à 90 km/h. Et suite à ça, j'ai vraiment eu un déclic. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je travaille pour un patron comme un taré, un SMIC horaire qui me fait un bon salaire, mais parce que je bosse comme un fou avec des nuits, des week-ends, des dimanches. Ma femme, pareil, j'ai dit non. Je suis allé sur Google, j'ai écrit comment gagner de l'argent. Voilà. À 19 ans? Non, là, j'en avais 22, 23. D'accord.
comment gagner de l'argent. Je lisais déjà pas mal de livres de dev perso, Dale Carnegie, comment se faire des amis. Donc je commençais déjà à regarder. J'avais lu Père riche, Père pauvre, qui aujourd'hui, à l'époque, me semblait une révolution. Aujourd'hui, j'ai envie de le lire, je suis naze. Peut-être parce que je suis à un autre seuil maintenant. Mais maintenant, l'auteur est d'ailleurs qui est Richard Kiyosaki. Kiyosaki est un fervent bitcoiner. Ouais. Intéressant. D'ailleurs, on en reparlera après, mais c'est vrai qu'on voit que certains experts immobiliers, Grant Cardone et donc Kiyosaki, aujourd'hui sont devenus vraiment très pro-bitcoin. Complètement. Au point où Grant Cardone, par exemple, disait récemment, mais au final, on se demande si l'immobilier sert encore à quelque chose, quoi. On reviendra sur ce point. Et donc, je cherche et je tombe sur pas mal de trucs. Marketing de réseau. Je me dis, waouh, ça a l'air incroyable. Il suffit d'arnaquer mes amis et ma famille pour faire de l'argent. Je suis bon, c'est pas pour moi. Il y avait le dropshipping à ce moment-là, j'aurais peut-être dû y aller. C'était tout au début. Donc c'est en quelle année ça ? Je saurais plus te dire. 2015 ? Bah, t'avais 22 ans. Ouais, même avant. Hein. Tu es dans quelle année ? 91. Ah bah voilà, donc on calcule, c'était 2013 du coup. Ouais, c'est ça. Ouais. Et je tombe sur, quelques temps plus tard, sur une vidéo de Yann Darwin, immobilier. Peut-être même d'autres avant, mais en tout cas, j'arrive sur ce truc. Et je fais waouh, là, il y a un truc à jouer. On peut utiliser, tiens, on reparle de l'immobilier. Je dis, attends, on peut prendre de l'argent, de la dette, faire du cash flow positif. Là, je commence à me former comme un fou, je bouffe des livres et tout. Je me dis, let's go, je vais faire ça. Donc, je fais des visites tous les soirs. Sauf qu'en France, si t'as pas de CDI, compliqué d'emprunter. Ouais. Si t'as pas un père qui est blindé, compliqué d'emprunter. Donc, t'y arrives pas. Et je me dis, je vais reprendre mes études pour avoir un bon scoring bancaire et me faire embaucher dans une boîte où il y a une bonne sécurité de l'emploi, qui est EDF. Donc je reprends mes études, un peu côté égo aussi, clairement, faut le dire. Parce que l'ego, on dit oui, il faut pas avoir d'ego. Bon, l'ego, c'est soit un boulet à ton pied, soit c'est un moteur, quoi. Mais c'est pas forcément mauvais, l'ego. Parce que là, tu étais piqué au vif dans le fait que les banques n'avaient pas voulu te prêter. Ouais. Piqué avec ça, et piqué aussi parce qu'il y avait un vieux prof là, de bac pro à l'époque qui me disait que j'étais trop con pour faire un BTS électrotechnique, il valait mieux que j'aille en BTS maintenance. Je me suis dit, non seulement je vais reprendre mes études, mais je vais faire un BTS électrotechnique et une école d'ingé électrotechnique, comme ça je ferme aussi la bouche à mon père et à mon grand-père qui disent qu'il n'y a pas d'ingénieur dans la famille sur 60 personnes, et que je ferai peut-être jamais ingénieur ou médecin, mais tu feras au moins électricien. Donc c'était un peu... Il y avait de l'ego, clairement. Donc j'ai repris mes études en BTS électrotech, j'ai fini major académique, je bossais tous les soirs. Hein. Il y a des mecs qui ont des facilités, ils peuvent rien faire, ils sont premiers. Moi, pour être premier, je dois travailler. Mais travailler, ça me fait pas peur. Donc je taffe à fond et en même temps, je fais du trading pendant tous les cours. Je trade. La prof devenait folle. Je disais, non, mais madame, ça va fermer bientôt. Moi, je fais les cours ce soir sur YouTube, c'est bon. Hein. Il y a un petit rebeu là sur YouTube, il est trop fort. Je les ai déjà fait les équatifs, c'est bon. Ah bon, c'est-à-dire que tu suivais quelqu'un sur YouTube qui te donnait des signaux ? Non, pas du tout. C'est-à-dire que moi, je faisais du trading, du scalping et tout pendant les cours. Ouais. Parce que le marché était ouvert. D'accord, mais et je faisais mes cours le soir à la maison. Mais comment t'as appris ça ? Je sais plus, il y avait Tammy Cabage à l'époque, il y avait plein de mecs que j'avais suivis et tout. Mais donc, attends, donc tu faisais, tu tradais quoi ? J'étais un idiot. C'était du CAC 40, c'était du PEA, c'était du compte titre. Franchement. T'arrivais à gagner de l'argent ? Ouais, mais je me prenais pour un génie, puisque le marché faisait que monter, donc c'est trop facile de gagner quand le marché monte. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on dit, c'est le proverbe, c'est quand le marché monte, tout le monde est un génie, c'est quand le marché descend. On voit, comme dit Warren Buffett, c'est quand la marée se retire qu'on voit qui nager sans maillot de bain. Ouais, moi j'étais clairement au Cap d'Agde. J'étais vraiment au Cap d'Agde, je me suis fait recte comme jamais. Après. Mais j'ai appris quand même beaucoup de choses. Déjà, j'ai fait les erreurs très tôt. Et plus tu fais une erreur vite, moins elle te coûte cher. Parce que si j'avais fait les mêmes erreurs avec les capitaux d'aujourd'hui, ce serait plus la même. Faire des erreurs à 10 000 balles, c'est pas les mêmes, ou des erreurs à 1000 balles, c'est pas pareil que si tu fais les erreurs avec des millions, quoi. Donc, moi, je vous souhaite de faire toutes vos erreurs le plus rapidement possible. C'est sûr. Et donc, à la fin de mon BTS, je vais faire l'école d'Inge. EDF, ils me disent non, on va fermer Fessenheim. Moi, j'habite à Strasbourg. On doit recaser tous les cadres. Donc, ça, c'était une centrale ? Ouais, moi, je travaillais sur un barrage hydroélectrique et la centrale nucléaire de Fessenheim devait fermer. Donc, ils n'avaient plus de place pour me laisser continuer en école d'ingénieur en apprentissage. Parce que j'avais fait l'apprentissage chez eux, BTS. Et ils m'ont dit, mais tu peux prendre le CDI chez nous après ton BTS. Et ensuite, on te propose de la faire en interne d'ici 3 ans ton école d'ingé. Ok, let's go, make sense. En plus, ça me fait un CDI, je peux tout de suite enchaîner sur l'immobilier. Je fais ok, on y va.
Et j'enchaîne directement l'immobilier. Je fais des visites immo tous les soirs. Et donc là, ton rêve, c'était de devenir financièrement indépendant, Ouais. Et pourquoi tu voulais devenir financièrement indépendant? Pour plus avoir travaillé, justement? Ouais, je pensais que c'était un objectif de vie à l'époque, quoi. Qui a changé aujourd'hui, hein, bien sûr. Mais clairement, je me suis dit, ouais, quand j'aurai tant et tant, je sais plus combien c'était à l'époque, l'objectif, il change toujours. Je sais plus, 5000 balles par mois, net. J'irai en Thaïlande avec mon sac à dos, je me baladerai, j'irai en Indonésie. Moi, ce qui m'a motivé à me lancer sur le web, c'était, je me disais, si je fais 2000 € par mois en automatique, je peux vivre en Asie Sud-Est jusqu'à la fin de ma vie. Pareil. De pied en éventail. Pareil, mais au final, j'aime trop créer. Donc je sais, j'ai compris aujourd'hui la petite sagesse qui commence à arriver vers 33 ans. Moi, j'ai eu un peu avant. Qu'en fait, chaque période de la vie s'apprécie différemment et que tu as des objectifs différents et que la pire certitude, c'est d'en avoir. Donc, tu n'es jamais sûr de ce que tu habitues vite à ce que tu gagnes et tout ça. Exactement. Et en fait, il faut kiffer le chemin, pas l'objectif, quoi. Et donc, tu rentres chez EDF, tu commences à faire de l'IMO? Ouais, je fais de l'IMO, j'achète 6 apparts en tout, que je rénove moi-même, cash flow positif, ouais, en Alsace. Je me vois déjà rentier, plus près des hauts et des bas, des préemptions de mairie, des trucs et tout. Et au bout des 3 ans ou 4 ans que je suis à EDF, clairement, le chef, il me dit... je viens avec mon papier. J'avais motivé mon petit frère à reprendre les études et tout. Puis je dis, on vient et tout, faire l'école d'ingé. Je dis, ouais, ça va être chaud et tout. Je dis, non, mec, on l'a fait ensemble. On va la torcher. Si tu finis ton BTS là, on va arriver ensemble à l'école d'ingé. On va tout déchirer et tout. Mon frère, il est pris à l'école d'ingé. Je fais les papiers. Je suis pris à l'école d'ingé. Et là, mon chef, il me dit, non, j'ai besoin de toi. Je dis, ouais, mais c'était le deal. Il me fait, il est écrit où le deal? Oh, l'enfoiré. Sachant que ça faisait 3 ou 4 ans que j'étais irréprochable, je bossais comme un fou. Et que, ouais, clairement, les écrits restent, les paroles s'envolent, quoi. Et il me dit, c'est écrit où? Je dis, tu m'as dit qu'on l'écrirait en temps et en heure. Il fait, voilà, c'est pas écrit. C'est le petit chef, qui aime bien arracher les ailes des mouches, tu vois. Et à savoir que moi, pendant des années, tu vois, on parle de syndicats, je refusais d'aller dans les grèves, les trucs. Moi, je disais à mes collègues, mes anciens collègues que j'adore, encore d'ailleurs, malgré qu'on est à 2 extrêmes d'idéologie opposée aujourd'hui, je dis, je peux pas faire grève, les gars. Moi, mon objectif, c'est d'être ingé. Et la direction, elle me demandait de choisir mon camp à chaque fois sur grève. Elle fait, Florent, tu vas pas, oublie pas ce que tu vas faire. Je dis, ok, j'y vais pas. Bon, ce jour où il m'a niqué, il a créé un monstre. Parce que qui peut le plus, peut le moins. Là, t'es comme Hulk, Ah ouais. Alors là, t'as déchiré la chemise. C'était fini. Après, c'était même moi qui arrêtais les machines, qui bloquaient des portails s'il fallait. Donc, écœuré sur ce côté-là. Du coup, tu l'as pas fait? L'école d'ingé, non. Et puis, okay. Ouais, j'aurais pu, mais mon objectif, c'était pas... Mon objectif, c'était d'être rentier, libre et indépendant. C'était pas de rester à EDF. D'ailleurs, je pense que j'étais le seul mec qui était assez con en entretien d'embauche. Donc, si la RH de l'époque voit ce truc... je vous l'avais dit. Ah, tu leur as dit? Non, elle m'a dit... oui, mais si un jour vous avez l'idée de faire une entreprise, est-ce que vous allez partir d'EDF de nouveau? Oui. Mais qui dit ça en entretien? En même temps, qui dit la vérité? Ils ont dû apprécier ta franchise, sinon ils t'auraient pas embauché. Ouais, ou alors j'étais le moins mauvais des mauvais, je sais pas. et en plus, j'ai même dit pire, il me dit, qu'est-ce qui vous attire? Je fais, la sécurité de l'emploi. Il nous dit, le mec, c'est vrai, non? Enfin, tu vois, c'était un... J'ai dit, mais est-ce que je suis là pour vous faire une pièce de théâtre dans l'entretien ou je suis là pour vous dire la vérité? Je pense qu'ils ont kiffé ta franchise. Ouais, parce que clairement, c'est ce que beaucoup de gens pensent, mais n'osent pas le dire. Bah ouais, moi je devrais plus filtrer parfois ce que je dis, mais le chantier, au moins, ça filtre les gens qui sont autour de toi d'ailleurs. T'aimes ou t'aimes pas, quoi. Et très rapidement, il m'arrive pas mal de couilles. Plusieurs décès dans ma famille, très proches, plusieurs malheurs, des amis et tout. Et en 2018, je fais une opération des yeux pour plus avoir de lunettes. Et l'opération est foire. Je perds la vue à 70%, quasiment. Bienvenue au monde des aveugles, tu vois, tout flou, panique à bord. Ma femme, elle me devait tenir la main quand on marchait dans l'hôpital. Enfin, je veux dire... J'ai fait une deuxième opération chirurgicale qui m'a rendu la vue. Sauf que ça m'a laissé une vision double permanente. Diplopie très handicapante. Donc là, tu me vois en double? Ouais. Ah ouais? Ouais, je vois 2 fois. Parfois c'est cool, parfois c'est pas cool. Ça dépend si la personne est belle ou pas. Ouais, exact. J'arrive à fusionner de plus en plus, mais quand même des migraines et tout. Donc j'ai fait de la rééducation pendant presque 1 an, 2 à 4 fois par semaine. Arrêt maladie très long, tu deviens un paria au boulot parce que tu peux plus faire les astreintes. Le handicap invisible, c'est quelque chose de très chiant parce que les gens ils comprennent pas. Quand tu as un boulot fixe, tu vois, que d'un coup tu as une migraine à 11h, mais que tu peux pas la prévoir, ou à 14h, et que tu as besoin de dormir. Enfin, donc, compliqué. Et je sens la pression d'EDF qui commence à s'installer, qui essaye de me recaser. Il y a des gens qui étaient plutôt bien, mais là, tu comprends que d'un coup, tu deviens qu'un numéro. Mais vraiment.
Ils ont essayé de me muter plusieurs fois. On m'a proposé une mutation à 2 heures de chez moi. Sauf que ma femme, elle travaille en Allemagne avec un super taf. Elle gagnait, je peux le dire, 4 000 nets par mois avec une voiture de fonction à 100 000 balles. Donc, Sympa. ouais, quand tu habites dans un petit village en Alsace et que ça coûte pas cher et qu'on a une vie pas chère, j'ai toujours été assez frugaliste, donc j'ai pas une vie chère. Ouais, on était bien. Moi, je devais avoir, avec tout avantage compris, logement de fonction, bagnole de fonction, salaire d'astreinte, je devais être à 3. Plus L4, franchement, on les a jamais dépensés. Je mettais de côté, je plaçais. Soit pour l'IMO, soit truc. Chaque euro est un soldat pour ma liberté. Tu vois, ça a toujours été comme ça. Et à un moment, ils me disent, en fait, si tu refuses les mutations, on va devoir te licencier pour une... non, tu vas devoir démissionner pour une inaptitude, quoi. Et alors, moi, je suis pas un ministre, hein. Je démissionne pas, il faudra me virer, déjà, de 1. Ce qu'ils ont fait, tôt ou tard. Mais pas pour les mêmes raisons. Mais d'un coup... Comment tu t'es lancé dans les cryptos, du coup ? Et là, on y arrive. Ok. Je fais une petite période de dépression où je suis pas bien. Il y a l'Alzheimer de ma grand-mère qui tombe, qui m'a élevé comme ma mère. Tout mon monde s'écroule. Et ma femme, elle rentre du taf. Elle tire la tronche et moi, en rigolant, je suis un éternel blagueur. Hein. Même dans le pire moment, mec, je peux être au cimetière, je ferai une blague dans ma tombe. Hein. Et... Donc tu vas être le mec le plus drôle du cimetière, alors. Ouais, ça serait cool. C'est mieux que d'être l'homme le plus drôle du cimetière. Ouais, moi, je te jure, j'avais vu une vidéo d'un mec qui avait mis un haut-parleur tu sais, qui parle pendant... je sais pas si t'avais déjà vu cette vidéo, tu taperas sur YouTube, c'est un mec, un anglais qui avait mis une sono de lui dans le cercueil, il disait « Hey, laissez-moi sortir de la boîte » et tout. Enfin, il avait fait... jusqu'au bout, quoi. Ah ouais, j'ai trouvé ça incroyable, j'ai trouvé ça génie, tu vois, j'adore. Et j'ai arrêté de pleurer, c'est bon, je suis parti, quoi. Et j'ai dit « Mais qu'est-ce qui se passe, t'es viré ou quoi ?» Il me fait « Ouais. » Il délocalise la boîte en Inde, ils viennent de licencier tout le monde par Zoom, ou je sais pas ce que c'était, ou Skype. Ok. Et là, je sais pas. Enfin, maintenant, je sais. C'est ce qui me booste le plus à chaque fois. Il y a des gens qui fonctionnent à la motivation positive et d'autres à la motivation négative. C'est-à-dire qu'il y a des gens, trop bien, tu vois, genre, ouais, je vais faire de la muscu parce que je veux être en forme et je veux être beau, tu vois. Moi, je dis, non, je vais peut-être crever parce que j'ai de la graisse, il faut que je fasse du sport. Et c'est à chaque fois où j'ai été au bord du gouffre où j'ai trouvé des capacités vraiment incroyables de m'en sortir. Et là, je dis, ok, demain je démissionne, demain je fais une boîte, ça c'est duré ces conneries. Je prends le relais. Non, moi je vais fais-toi requalifier chez EDF, t'es quand même fonctionnaire, logement de fonction. Bon, tu payes pour le logement de fonction, une petite partie. Tu payes pas l'électricité ou quasiment rien, réfléchis. Moi je vais retrouver un travail de cadre. Je fais non, c'est réfléchi. Bon, le soir je fais une matrice de décision, plus, moins, pourquoi je reste, pourquoi je pars. Cette boîte qui, entre guillemets, pour moi m'avait trahi à ce moment-là, quoi. Et abandonné. Et dans les plus, je mets électricité gratuite, ou quasiment gratuite, hein, c'est 0,0051 centimes le kilowattheure, donc que dalle. Et pas d'abonnement. Je dis, parce que voilà, les emplois EDF payent quasiment rien pour l'électricité. Ouais, quasiment rien. Ouais. Et je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Parce que je suis dans le logement de fonction, mais c'est une passoire énergétique, j'ai des grippins qui tournent à pleine balle, quoi. Et je cherche sur Internet, et Eureka, je me dis, mais bien sûr. Je vais miner des cryptos. Je vais planter de la bœuf. Évidemment. Ouais, en plus, je fume pas, tu vois, vraiment, pas le risque au bar, je ne touche pas à son produit. Donc, je fais tous les calculs. Je pars en matrice. Pourquoi ça coûte cher en énergie Ouais, avec les lampes, les trucs et tout. Ouais. Et je me dis, vas-y. En fait, j'avais vu un mème à l'époque où tu voyais le toit d'une maison qui avait pas de neige. Enfin, voilà. Et je me suis dit, vas-y, let's go. Je fais tous les calculs et je me dis, ouais, non. C'est quand même illégal, j'ai pas envie d'aller en prison. On peut pas trouver une autre solution, on fait chier. Et je recherche. À ce moment-là, tu dors pas, hein, tout s'est fait en quelques heures. Hein. Et je tape sur les forums, la fameuse fonction recherche, électricité gratuite. Et d'un coup, il y a un gars qui écrit, je crois que c'était jeuxvideo.com, 1825. Ouais, si je travaillais à EDF, je minerais du bitcoin comme un apport. Enfin, si j'avais l'électricité gratuite, je minerais du bitcoin comme un apport. Moi, je fais, attends, comment ça, je mine du bitcoin ? C'est quoi cette connerie ? Parce que moi, bitcoin, je l'avais déjà vu en 2013. Je suis pas allé, j'ai dit, c'est quoi cette arnaque ? T'es pas le seul. Ouais. Et je l'ai vu monter en 2017, mais après, ouais, c'est trop haut. Ah, bah ça a chuté, t'as vu, je l'avais dit que c'était de la merde. On est tous passés par là. Classique. Et là, je comprends comment fonctionne le truc. Je fais des recherches et j'achète les premières cartes graphiques pour miner de l'Ethereum. Donc là, on est en 2018. Hein.
Fin 2019, septembre 2019. Ouais. Donc, alors, parce qu'on explique, pour miner des bitcoins, il faut aujourd'hui, depuis déjà 2015 à peu près, il faut des machines spécialisées qu'on appelle ASIC. Ouais. Si tu prends des GPU, donc des cartes graphiques de jeux vidéo, ça marche pas parce que c'est plus efficace. Par contre, Ethereum, jusqu'en 2022, avant qu'il passe à un autre système, avec des cartes graphiques, tu pouvais vraiment miner de manière très profitable. Exact. Ouais. Donc, et pourquoi tu t'es pas dit j'achète des ASIC plutôt que pour Bitcoin? J'avais fait tous les calculs sur un Excel de profitabilité par kilowattheure, parce qu'à un moment, je voulais pas dépasser une capacité dans mon garage. C'est-à-dire que j'aurais pu prendre, je sais pas, 30 kWh, 3 fois 60 ampères. Je suis toujours resté raisonnable pour chauffer la baraque. J'ai jamais abusé. 1, parce que je voulais pas abuser. 2, parce que je voulais rester sous les radars. Oui, parce que si tu consommes trop, quand même, au moment, ça va se voir. Ouais, et bon, il y a écrit, il n'y a pas une loi qui dit interdit au mining. Il y a écrit, il faut faire un usage du tarif agent en bon père de famille. Bon, j'ai été un super père de famille. T'as bien pensé ta famille. Voilà. Mais la vérité, j'ai jamais abusé sur ça. J'aurais pu aller beaucoup plus haut. Est-ce que je regrette de pas être allé plus haut? Ouais. Mais donc, du coup, tu te dis, je vais acheter des GPU. Ouais. En fait, par kilowattheure, c'est plus rentable. Parce qu'il faut bien comprendre que quand même, dans cette industrie, ce qui coûte le plus cher, c'est pas l'achat des cartes graphiques, même si ça coûte. L'électricité, ça coûte une blinde. Et quand tu l'as pas cher, mais ta marge, elle quadruple, quoi, quelque chose comme ça. C'est du délire, en fait. Ouais, carrément. Et donc là, t'as eu l'ampoule qui s'est allumée. Ouais, Eureka. Ouais. Donc j'achète quelques cartes graphiques, je me fais arnaquer 1 ou 2 fois sur le bon coin. Parce que du coup, après, en fait, une fois que les premières machines aient tourné, je me suis dit, waouh, attends, j'ai une imprimante à cache dans ma cave. Donc, juste pour refaire le petit truc learning, pourquoi le minage, ça ramène de l'argent, c'est que le Ethereum, en tout cas à l'époque, et Bitcoin toujours aujourd'hui, utilisent la technologie blockchain. La blockchain, c'est quoi? C'est un grand registre comptable, décentralisé, immuable, infalsifiable. Et à la différence des banques qui ont aussi un registre comptable, mais qui est opaque, qui n'est pas transparent, y a le tiers de confiance qui s'appelle la banque, et c'est elle qui va valider la transaction sur la page. Dans le mining, dans la blockchain, ça ne se passe pas comme ça. Blockchain Bitcoin, en tout cas. Les transactions vont se mettre sur une page, ce qu'on appelle un bloc, et il faut un tampon comptable à la fin de la page pour valider le bloc. Ce tampon comptable, pour avoir le droit de la poser, il faut trouver un code secret. Et c'est là que les machines de minage entrent en jeu. C'est que les machines, elles vont essayer de trouver ce code. Et la machine qui trouve le code a le droit de valider la page. Donc, tu n'as plus de tiers de confiance. Tu es sur un système qui est complètement décentralisé. Et la machine, elle consomme de l'électricité pour faire ce travail. Donc, il faut qu'elle soit payée. Et elle est payée par quoi? 1, l'intégralité des frais de transaction qu'il y a eu sur la page. Là, tu veux m'envoyer 1 000 € en Bitcoin. Non, tu veux m'envoyer 100 000 € en Bitcoin. On leur montre pour... Vas-y, fais-le. Comme ça, envoie-moi 100 000 €. Comme ça, tu veux que je montre quoi? Non, je disais, envoie-moi 100 000 $ pour qu'on monte les frais, combien ça va coûter. Juste pour l'assurance. En fait, quand on voit des bitcoins, effectivement, il y a des frais de transaction à payer. Pareil pour Ethereum. Exact. Et les machines vont être rémunérées. Voilà. Pour ce travail-là, plus la création de nouveaux bitcoins. Donc en gros, c'est pour ça qu'on dit que c'est une blockchain. À chaque fois qu'il y a un minage, il y a un bloc qui est construit avec toutes les transactions du bloc dedans. Donc non seulement tu gagnes les frais de transaction qu'il y a dedans, mais en plus, tu as des nouveaux bitcoins ou Ethereum avant 2022 qui sont générés par bloc et tu gagnes ça aussi. C'est ça. Et sur Bitcoin, c'était 50 bitcoins par bloc, par page, toutes les 10 minutes. C'est une page à peu près toutes les 10 minutes. Au début, aujourd'hui, on a 3, quelque chose. 3,125. Ça divise par 2 tous les 4 ans. C'est ce qu'on appelle le halving. Et après, il y a encore d'autres, on pourrait y aller après, mais il y a les concepts de difficulté de minage, on va etc. pas rentrer dans la technique, mais voilà, en tout cas, tu pouvais gagner des Ethereum directement en minant des blocs pour Ethereum. Et ces Ethereum, tu pouvais les revendre sur un échange, par exemple. Et ça valait déjà, en 2019, ça valait déjà facilement quelques centaines de dollars. 300 ou 200, et c'était tombé à 80 en 2020, en mars 2020, je crois. Et là, au moment où on fait cette vidéo, c'est probablement à quelque chose comme... C'est un peu chuté avec Powell hier, donc je dirais on est quand même à 3 900 $. Je veux dire, c'est plus que 10 fois le prix de 2019, alors que ça a chuté là. Donc, c'est pas mal. Et quand je vois ça tomber, je me dis, ok, Warren Buffett, c'est parti. Intérêt cumulé, effet boule de neige, pour acheter des cartes graphiques avec ce qui tombe. Donc j'en rachète sur le bon coin, en mode troc, et je me fais arnaquer une fois. Puis je me fais arnaquer une deuxième fois. Social engineering, complet. Je me suis fait avoir, bien joué au mec. Enfin, je sais pas comment ils font pour dormir la nuit, ces mecs, mais bien joué au mec. Mais ce mec-là, tout comme mon ancien chef, tu vois, c'est les mecs qui m'ont fait le plus progresser dans ma vie. Parce que à chaque fois que tu me fais un tiens, je dis pas oh le méchant, tu vois, je me dis ok, comment je fais pour plus que ça m'arrive, tu vois. Parce que déjà je pense qu'il y a personne qui est foncièrement méchant, je pense que tout le monde pense faire le bien quand il fait le mal.
Ça, c'est un Donc, autre t'es problème. vraiment Hulk, en fait. Toi, il te faut un peu de radioactivité, ça te transforme en monstre inarrêtable. Mm. Hmm. Ouais, je pense, ouais. Ouais, vraiment. Malheureusement. J'aimerais bien tout le temps être inarrêtable, mais ouais, non, il y a besoin de coups durs, je pense. J'ai besoin de coups de fouet. Et je paye même des mecs qui mettent des coups de fouet maintenant, parce que j'en ai conscience. Je paye des coachs qui me... Ah oui, tu payes des coachs, d'accord. Ouais, non, pas des mecs qui mettent Non, des vrais coups de fouet. on a tous besoin de coachs, hein. ouais. Y compris Oui. les coachs. Ouais, les coachs de coach. Ah bah, les coachs de coach, voilà, c'est comme les psys, ils ont besoin d'un psy. Et je pense que c'est du moment que tu as des certitudes que tu es mort, en fait. Quand tu es sûr d'avoir raison, quand tu es sûr de n'importe quoi, c'est que tu as tort. Quand tu arrêtes de douter. Alors, donc, tu te fais arnaquer. Et qu'est-ce que, du coup, comment tu te transformes en Hulk là? Ouais, je me dis, comment je peux faire pour que ça arrive plus? Ouais. Je me dis, il faudrait trouver un truc comme un séquestre, comme un notaire, mais en crypto. Mhm. Un tiers de confiance, un escrow service. Je Ouais. cherche. Alors, escrow, c'est un faux ami en anglais, hein, ça veut pas dire escrow, c'est juste effectivement, c'est un tiers de confiance. C'est un peu comme Ouais. un notaire, en fait, Ouais, c'est ça. qui va séquestrer des sommes en attendant que il va vérifier que les deux parties sont de bonne foi, que la transaction a été faite, et hop, il verse à la partie qui doit recevoir l'argent. Et je cherche et j'en trouve pas. Et je me dis, hé, je suis pas le seul connard qui a besoin de ça quand même. Je suis pas le seul qui a ce besoin. Ouais. C'est pas possible. Ouais. Bah, je vais en créer un. Voilà, et là, je fais juste une parenthèse, mais vraiment, on a l'esprit entrepreneurial par excellence. C'est ce que je dis toujours, une excellente manière de générer des idées de business rentable, c'est de vous rendre compte vous-même de qu'est-ce qui vous manque dans votre vie. Et si vous vous rendez compte, là, on a un parfait exemple, ah bah, il n'y a personne qui le fait, bah, pourquoi pas vous? Exact. Pourquoi pas moi, tout simplement? Exact. Sauf que, bah, dans le milieu de la crypto, bah, moi je suis un peu nouveau. Personne ne me connaît. Ouais. Pas de crédibilité. Mhm. Je sais pas dev. Ouais. J'ai pas non plus 10 000 moyens. Donc je me dis, bon, je vais m'inscrire sur tous les Discord, donc tous les forums de mining que je trouve. Et je spam, je floute. J'explique aux mecs comment réparer les machines et tout. En quelques mois, j'étais devenu très très bon. Donc tu t'es Moi, je créé suis une un passionné. autorité. Ouais. Tu t'es dit d'abord je crée l'autorité et après je ferai l'offre. Intéressant Ouais. comme démarche. Ouais. Et au bout d'une semaine que je floudais, j'ai écrit à tous les administrateurs des Discord, je peux être modo, je peux être modérateur. Oui. D'un coup, les mecs font, ah ouais, Florence, le pseudo, c'est un OG, hein, il est modérateur de tous les trucs de mining. Ouais, pipeau complet, un mec, je suis arrivé il y a 2 mois. Excellent. Et je rencontre Julien, qui est mon associé d'aujourd'hui, qui est un petit génie, qui doit avoir la vingtaine à ce moment-là, ouais, à peu près, c'était en 2019, donc ouais, c'est ça. 21 ans, qui a fait que du mining depuis il a 16 ans. Un fou du mining. Et qui maîtrisait, qui avait une petite marketplace comme ça, mais qui faisait un peu du brokering, qui bossait pour des fermes de mining. Et je lui explique mon plan, parce que lui, c'est dev. Il me dit, c'est quoi le business model? Je fais, il n'y en a pas. Le but, c'est plus de se faire avoir sur les transactions, de savoir qu'il y a de l'électricité. Parce qu'à un moment, j'ai été très vite conscient que c'était pas scalable si j'avais pas de data center ou de l'électricité pas chère, qu'à un moment, mon garage allait être limité. Et d'avoir les meilleurs prix, et de plus se faire arnaquer. Il me dit, ok, let's go. Donc on a mis un tips au bon vouloir qui pouvait payer les serveurs, et on a créé ce système-là, qui nous a très vite dépassé. Très vite, il y a eu... ça a été utilisé. Et on l'a complètement automatisé à la fin. Au début, c'était... Voilà. Donc que je comprenne bien, c'était une place de marché pour connecter les vendeurs de cartes graphiques avec les acheteurs. À des acheteurs, ouais. Et vous étiez une sorte d'intermédiaire de confiance. Ouais. En fait, les gens pouvaient noter tout Ouais. le monde pour qu'il y ait, on sache si la personne a confiance ou pas. Il n'y a Exactement. pas de système sur le bon coin déjà? Mais pas en crypto. D'accord. Avec bloqué sur des vaults et tout. Ah, d'accord, parce que donc les vendeurs doivent bloquer de la crypto. Ah oui, d'accord, je comprends. Donc effectivement, c'était un mécanisme où là, tu n'avais même plus besoin de faire confiance en fait. Tu voyais on-chain. Bah quand même, parce qu'après on avait vraiment automatisé tout avec les liens de tracking DHL, les trucs, le mec devait faire les photos, et nous c'était hyper chronophage, on gagnait rien. Hein. Dès qu'il y avait un litige, /litige pour une carte à 200 balles, moi j'écrivais dedans, vas-y, envoie-lui la preuve. Enfin, C'était relou. Ouais, c'était bien relou. Mais quand même, oui, ok, donc c'est intéressant parce que donc le vendeur met sur une adresse. Il y avait même un système d'enchères, j'avais fait un eBay dedans, sur un Discord. Ah, excellent. Avec les enchères qui montaient, les trucs, qui créaient automatiquement le channel dans Discord avec les deux mecs, avec nous dedans en modérateur. Du coup. Mais donc voilà, pour que les gens comprennent bien, donc, le concept c'était que si moi je suis vendeur, je veux vendre une carte graphique, je dois mettre, je sais n'importe quoi, $100 en Bitcoin ou en Ethereum, que j'envoie une adresse que tu me fournis. Du coup, toi, tu vois qu'effectivement la somme a été envoyée et cette somme n'est remboursée qu'à livraison que et à une test. fois que l'acheteur a dit c'est bon. Ouais.
Ouais, sinon... Et en fait, on avait tout automatisé. Genre, OK, c'est réceptionné avec le lien de tracking. Et le mec a 7 jours pour tester. Et si tu testes pas au bout de 7 jours, l'argent, il est envoyé. À un moment, dépêche-toi. Tu vois, tant pis, c'était en vacances. Le mec, il veut son argent aussi. On est sur un truc qui bouge. Et du coup, là, ça renverse aussi le pouvoir vers l'acheteur. Parce que du coup, ça n'a pas créé des arnaques chez les acheteurs qui ont reçu le truc et qui ont dit il n'y avait rien ou la carte était endommagée. Il n'y en a jamais eu. Il n'y en a jamais eu, ok. Intéressant. Il n'y en a jamais eu. Ok, donc ça cartonne, mais du coup, comment ça résout ton problème d'approvisionnement en GPU? Du coup, tu es passé par cette place de marché pour acheter toi-même. Bah, du coup, moi, dès que je voyais des bons deals et des gros deals, moi, je suis dans le channel. Ok. Donc j'écrivais au mec, j'ai dit, t'en as encore à ce prix-là? D'accord. Non, alors c'est vraiment intéressant parce que là, on voit à quel point tu réfléchis avec 2 à 3 coups d'avance, quoi. Ah, c'était pas du tout pour faire de l'argent, le serveur. Hein. Oui, on a compris. Ouais. Mais là, tu t'es dit, ok, il me manque un canal de distribution des GPU où je vais pas me faire arnaquer. Du coup, si j'ai pas ça, je vais pas pouvoir scaler mon opération. Donc, je veux d'abord, ok, j'ai le plan. Maintenant, il faut que je crée mon autorité. Et après, je fais ça. Voilà, encore un excellent exemple d'esprit entrepreneurial. Mais je l'ai fait à l'intuition. J'ai pas fait un plan sur un tableau blanc. Je vais faire ça. Mais quand même, t'avais la vision. Oui, la vision, je l'avais. Je savais exactement où j'allais. Ouais. Je savais. T'as fait le plan dans ta tête. Tu l'as juste pas mis sur un papier, mais tu l'aurais mis sur un papier, ça aurait été ça. Ouais, tu m'aurais dit de faire un Notion ou ce que tu veux avec des tâches en liste, j'aurais été incapable de te le faire. Okay. Avec des deadlines, des trucs et tout, tu vois. Non, pas de deadline, mais tu aurais dit, ok, d'abord je crée mon autorité, après je fais ça, après je fais ça. Tu avais quand même la séquence qui était dans ta tête, quoi. Oui. Ok. Et surtout, c'était les cartes graphiques, mais très vite, je savais que l'électricité allait devenir un problème. Pourquoi? Parce que j'allais plus avoir de place dans mon garage. Oui. À un moment. Attends, donc ton garage, c'était que des GPU du sol au plafond? Ouais. Mais t'en avais combien dans ton garage? 10 x 6, donc 60. Ouf, et ça devait faire un boucan. Un peu plus, 12 x 60. 12 x 6, ouais. Ça fait du bruit ces trucs-là. Avec à la fin, 12 x 6, ça faisait 10 kWh, 11 kWh à peu près. Et ça chauffe de fou, ça aussi. Ça te chauffe toute la maison. J'avais mis des gaines pour chauffer la baraque. J'avais envoyé par la VMC, j'avais envoyé par partout. Donc en plus, ça faisait du chauffage gratuit. Ah oui, j'ai pu allumer le chauffage, plus jamais après. Ouais. C'est vrai qu'on se rend pas compte, mais notamment c'est un cashback sur le chauffage. Ouais, c'est top. Tu économises beaucoup. C'est même plus qu'un cashback. À l'époque, c'était vraiment, tu gagnais plus que ce que tu mettais où ta voiture du coup? Bah dehors. Voilà, moi, je suis d'accord. Le garage, c'est un luxe, c'est pas vraiment une nécessité. Hein. Ouais, exact. Et ta femme, ça va? Moi, j'ai toujours une vieille bagnole. Trop, Ah, mais putain, mais comprenez pas. J'ai de la chance d'avoir une femme compréhensive. Ça fait 14 ans qu'on est ensemble. Mais je te dis, il n'y en a pas beaucoup qui auraient accepté d'avoir presque une usine dans ton salon, quoi. Parce qu'à un moment, il y avait des cartes graphiques partout. Je les réparais pour les mecs et tout. Je faisais des colis. Enfin, laisse tomber. C'était un atelier de production pakistanais, mon salon, à un moment. J'ai des photos, je les montrerai un jour, mais c'était incroyable. Excellent. Quand je vois ça, je suis, mon Dieu, de là où on est parti. Et ensuite, j'ai eu un coup de chance monstrueux, c'est que, pas de bol pour certains, il y a une ferme qui a fait faillite, une ferme de minage, donc c'est ce qu'on appelle les data centers. On appelle ça des fermes de minage qui avaient fait faillite en Suisse et qui vendaient une quantité de machines monstres. Et moi, je l'ai appelé un peu en coup de fake it until you make it. Oui, je peux prendre 10 000 € pour tester. Enfin, c'est lui qui m'avait contacté sur mon Discord d'abord pour dire qu'il voulait les vendre. Je dis ouais, je viens, je vais tester la marchandise. Et quand j'ai vu le prix, mais c'était 200 balles. Les 6 cartes graphiques avec leur tout compris. Ouais, vraiment pas cher. J'avais vite compris que ça valait 600 ou 900, même plus. J'ai quasiment tout acheté, tout ce que je pouvais. Je me suis mis dans le rouge là. C'est 3 fois moins cher. 3 ou 4 fois moins cher que le prix du marché. Ces machines-là, elles produisaient 120 € par mois peut-être, ou 100 € par mois pour 100 balles d'élec, pour quelqu'un de noir normal. Sauf que toi, tu n'avais pas de prix de... Ouais, donc tu savais que tu allais les rentabiliser en 2 mois, quoi. Ouais. Ouais, à peu près, ouais. Donc j'ai dit, let's go, on y va à fond. J'ai tout acheté. J'ai tout livré chez moi. Ma femme, elle a pété un plomb. Il y en avait partout parce qu'il n'y avait pas assez de place dans le garage. Tu en avais combien? 300. 300. Donc en plus des 60 que tu avais, mais du coup, tu t'es allé les mettre où? Et c'est là où tu as commencé à scaler l'opération. Je suis allé à un meeting de mecs de la CGT. Et j'ai dit, vous en avez marre? Vous n'êtes pas augmenté, salaire national brut, l'inflation. Moi, j'ai une solution pour vous. Et en plus, vous n'allez plus vous chauffer. Vous n'allez plus allumer vos radiateurs, vos grippins. J'installe des serveurs informatiques chez vous, vous occupez de rien, je m'occupe de tout. J'en ai mis 5 chez un, 10 chez l'autre, 5 chez un. Et tu leur reversais une partie des gains. Quel pourcentage à peu près? On va garder le pourcentage parce que ça a fait une belle affaire derrière. Parce que forcément, tu vois, là j'en parle publiquement, donc c'est je l'ai déjà raconté, et que c'est parti en conseil de discipline et tout le bordel. On va en parler après. Ouais. Et l'objectif était de protéger mes collègues qui n'ont pas eu beaucoup, eux. Donc tu as mis 300 GPU chez tes collègues EDF qui eux aussi avaient l'électricité pas chère. Et oui. Et après je me suis dit mais comment je peux grossir encore plus? Parce qu'à un moment il n'y a plus de mecs quoi. Et d'ailleurs je le dis si la direction regarde ce truc parce que je sais qu'ils adorent regarder. C'était pas des collègues qui bossaient avec moi. J'avais fait ce Discord de mining et sur ce Discord là il y avait plein de mecs qui étaient d'EDF. Et après on peut en parler mais
la question que j'avais soulevée, c'est pourquoi ces mecs font ça. Pourquoi je dis, posez-vous la bonne question. C'est que c'est des mecs, ils ont des bacs +2, ils sont hyper compétents en électrotechnique, ils sont sur des barrages, sur des installations, ils bossent comme des fous pour 1500 balles net. Qui accepte pour 100 ou 200 euros par mois d'avoir un étranger qui vient chez toi mettre des cartes graphiques qui font du bruit dans ton garage? Tu vois ce que je veux dire? Pour 200 euros. Ouais. C'est qu'à un moment, les mecs, tu les payes pas assez par rapport à leurs compétences. Sinon, ils se feraient pas chier. Ils auraient pas accepté ce genre de deal. Ouais. Donc voilà. Bon, très vite après, je me dis, OK, il faut qu'on scale et qu'on aille sur d'autres data centers. Contacter des data centers qui ont de l'électricité en trop. Donc c'est ce qu'on a fait avec Julien. On en a monté un à Paris, à Chennevières-sur-Marne. On en avait monté encore un autre. Et ensuite, on avait fait une expansion au Venezuela. Au Venezuela? Ouais, on avait un deal avec la Sunacrip et tout. Ouais. Et on s'est fait voler toutes les machines au bout d'un mois. Enfin, voler. Les communistes appellent ça nationaliser. Mais on s'est fait nationaliser les bécanes. Oui, tu pouvais quand même prévoir ça, non? Parce que c'était ça veut dire, là, c'était quand? En 2020? C'était greedy, ouais. Ouais, je veux dire, ouais, c'était greedy. OK, le deal était tellement fait une offre irrésistible. Et ouais, je peux te la dire, l'offre. Hein. Électricité gratuite, 50% de revenus de sharing, de profit sharing. C'est-à-dire qu'en gros, 50% de ce que tu mines, tu la reverses. Et je vais dire, finalement, c'est super rentable. Ils ont fait leur promesse, c'est juste qu'ils ont fait 100% de revenus sharing pour eux. Ouais. Donc, finalement, et en plus, ils ont volé tes machines, quoi. Et en plus, tu vois, si tu payes pas les legs, c'est magnifique parce que tu peux mettre des machines d'ancienne génération que plus personne ne veut, qui sont rentables nulle part. Donc, tu peux rentabiliser en 2 mois. Ouais. Avec des vieilles bécanes. Et du coup, bon, on recentre. Ouais. On revient sur EDF. Comment ça a explosé cette affaire finalement? Il y a un petit passage entre, comme ça que tu vas comprendre. Ouais. À ce moment-là, on veut lancer Mining Market avec Julien, mon associé. C'était le but, en fait, de faire toute la communauté et ensuite de lancer ce qui est blob.io aujourd'hui, hein, mais ça devait s'appeler Mining Market, c'était le nom du Discord d'ailleurs, où on vendait des machines en hébergement dans nos data centers ou dans des data centers partenaires pour des investisseurs. Toujours pour Ethereum? Non, là on est passé sur Bitcoin. Sur les ASIC, ok. Ouais, parce qu'à un moment c'était fini Ethereum. Et on s'est dit, et surtout que je devenais de plus en plus Bitcoin maximaliste aussi. Donc maximaliste, hein, j'explique, c'est pour ceux qui pensent qu'il n'y a que le Bitcoin qui va survivre. Un peu, c'est Highlander et que c'est Bitcoin qui va survivre à la fin, en gros. Ouais, ou en tout cas, oui. Peut-être pas qu'il va survivre, mais qu'il y a un objectif, c'est d'avoir le plus de BTC possible. Oui, mais les bitcoiners maximalistes sont monothéistes, c'est-à-dire que... Non, après, ça, c'est le bitcoin maximaliste toxique. Ok, bon, parce que pour moi, un bitcoiner maximaliste, c'est qu'il pense que vraiment Bitcoin, c'est la meilleure crypto de tous les temps et que toutes les autres sont soit des pâles copies, soit des usurpateurs, soit des trucs qui vont un jour se faire disrupter par le Bitcoin. En gros. Hein. Peut-être, mais ça reste un bon laboratoire pour Bitcoin. Tu vois, ce que Ethereum fait, c'est très bien, tu vois, avec les smart contracts et toi, tout. Tu penses qu'à terme, je sais pas, d'ici 20-30 ans, Bitcoin va l'emporter sur Ethereum, c'est-à-dire qu'il va prendre une partie ou la totalité des fonctions qu'il y a aujourd'hui sur Ethereum? Le mec a des certitudes de date shorter. Je sais pas. Je sais pas, ok, c'est très bien, oui, parce que on va pas faire de débat parce que c'est un long débat technique, mais c'est vrai que Ethereum aujourd'hui a une proposition de valeur différente et notamment qu'est-ce qui est aujourd'hui qu'on peut faire sur Ethereum qu'on peut pas sur le Bitcoin, c'est qu'en gros le Bitcoin n'est pas complètement programmable alors qu'Ethereum l'est, et du coup il y a tous les smart contracts, les machins, les trucs. Je fais une aparté sur ça. Ouais. Je vais te poser la question d'abord. Si tu devais garder une seule crypto, à part Bitcoin, et que tu n'as pas le droit de la vendre pendant 10 ans. Ethereum. Là, zéro doute. Hein. Ok. Et moi, tu penses que c'est laquelle? C'est une bonne question. Je me dirais Ethereum aussi, mais tu as peut-être un avis différent. Dogecoin. Ok. Bon, là, c'est parce que c'est vrai que ça marche, hein, Dogecoin, mais là, c'est vraiment. Alors, on va pas trop rentrer dans les détails de tout ça. Je vais te dire parce pourquoi. Que pour beaucoup de gens, c'est un univers à part, tu vois. Mais le Dogecoin, en gros, c'est ce qu'on appelle un meme coin, c'est-à-dire que c'est une pièce qui a pas vraiment de valeur. C'est une tête de chien. Voilà, c'est juste que les gens, ça les fait marrer. Et d'ailleurs, Elon Musk, il aime bien le promouvoir ce truc, mais c'est juste une blague en fait. Exactement. Et ça a été créé. Et ça n'a aucune autre prétention. C'est ça qui fait que c'est un meme coin, c'est que ça a été créé comme une blague. Les gens achètent et vendent ça comme une blague, et il n'y a pas de prétention autre que ça. Exact. C'est un peu comme c'est un peu comme des cartes Pokémon, bon, sauf que ça peut servir dans un jeu. C'est un peu comme si quelqu'un qui collectionne des badges, je sais pas, de The Scout, je dis n'importe quoi. C'est un peu ça, quoi. Mais bon, là, on est dans une autre catégorie, c'est les objets de collection plus ou moins farfelus. Bon. Mais je vais t'expliquer le raisonnement. Ouais. C'est qu'Ethereum est même si j'aime, bien sûr, à court terme, tu me demandes, je te dis Ethereum. Sauf qu'Ethereum est un coin technologique. Oui. Tout comme Nokia était des téléphones technologiques, tout comme Kodak était une technologie, tout comme Google peut peut-être se faire tuer demain par ChatGPT avec Atlas. Par définition, ce qui est technologique peut se faire remplacer très rapidement dans un monde qui évolue très rapidement. Ah, mais le Bitcoin aussi, du coup. Non.
pas pour moi. Et Dogecoin non plus, parce qu'il y a une idéologie derrière. C'est-à-dire que tu es le premier sur la place et garde une idéologie. Bitcoin, demain, même s'il y a un protocole qui est mieux, ça va être compliqué de remplacer Bitcoin. Donc là, tu parles du pouvoir du branding. Ouais. Ok, et il y a aussi network effect. Donc l'effet de réseau qui fait que, par exemple, même si tu peux créer, tu pourrais créer, admettons que Twitter, Facebook et puis TikTok soient accessibles en open source, que tout le monde puisse télécharger, c'est pas pour autant que tu vas réussir à créer un réseau qui les concurrence, parce qu'il y a l'effet de réseau qui est super important. D'ailleurs, le Bitcoin est open source, tout le monde peut le télécharger, exact. Bitcoin créer Cash. son propre Bitcoin, voilà, exactement, c'est à la portée de tout le monde, enfin de tout le monde qui a un peu de connaissances techniques, mais c'est pas pour autant que tu vas réussir à dépasser le Bitcoin. Et on peut faire les mêmes arguments pour Ethereum. Ils ont le branding, ils ont les network effects dans leur catégorie. Bon, on va pas faire des... C'était pour t'expliquer le truc. Mais donc, pour revenir. Ouais, vas-y. On se fait... Et à un moment, on donne du consulting pour une grosse boîte de mining. Julien, en lui, il construit une ferme de minage en Russie de A à Z. Il monte des data centers et tout pour une autre boîte allemande qui s'appelait Meatech. Et moi, je donne du consulting pour une autre société dont je donnerai pas le nom. Et à un moment, il nous propose de les rejoindre. Enfin, moi, en tout cas, de les rejoindre pour une somme d'argent indécente. Vraiment plusieurs millions. Je dis, plusieurs millions, ouais, en salaire. En part, en token, parce qu'il faisait une ICO. ICO, c'est quand, en fait, c'est comme quand on a fait une introduction en bourse, sauf que là, c'est pour les crypto-monnaies. En gros, on va vendre pour la première fois sur le marché une crypto-monnaie, en fait. Et donc, on rentre dans cette... Au début, je voulais pas accepter le deal parce que c'était sans Julien, sans mon associé. J'ai dit non, hors de question. On y rentre dedans, il nous avait proposé $1 million pour 51% des parts de notre boîte qu'on allait lancer, qu'on n'avait même pas encore lancé, Mining Market, pour dire non, mais faites-le avec nous, nous on a un groupe qui est valo 80M, on vient de lever 8M. Je suis ok, let's go, on y va. En plus, le mec, je le sens bien, le projet me semble bien, tu vois, je me dis waouh, je vais participer à un truc plus grand que moi, tu vois, que j'avais même pas imaginé. On y va, je deviens quasiment l'image publique de cette entreprise, je passe comme un taré dedans, Julien aussi, et le problème... J'ai fait beaucoup d'erreurs. On n'a rien signé. Encore ? Et disons que t'étais vraiment le mec qui signe pas, toi. Ouais. C'est dingue. Ouais, je suis pas un mec de papier. Maintenant, je m'entoure avec des mecs de papier. Ouais. J'ai compris. Quand je dis que la leçon, vaut mieux les faire rapidement et la retenir, parce que du coup, je les avais pas retenues, la preuve. Et je me rends compte qu'on n'est pas aligné niveau valeur, niveau pas mal de choses. J'ouvre un placard qu'il fallait pas. Squelette qui tombe, je suis oh là là. Panique à bord. C'était quoi le squelette, si tu peux en parler? Il avait le jouet avec l'argent de la boîte. Ok. Ah bah ça, c'est quand t'es associé, oui, effectivement. Ça... Et moi, j'avais pas accès au contenu, j'ai découvert des trucs, j'ai fait ok, je me casse. Plus d'autres choses, mais je me dis, je me barre. Et je me suis coupé bras et pieds en partant. J'avais investi beaucoup de mon argent dedans. À ce moment-là, je pesais quand même plusieurs millions. Et j'ai tout coupé, je suis parti avec rien. Du jour au lendemain, j'ai claqué la porte. Et t'es passé de quoi à quoi en patrimoine? Il y a 3-4 millions à 150 000 balles. Ouais, ça fait mal. 150 000 balles à peu près, en patrimoine global. Parce que donc ça incluait tes 3-4 millions, ça incluait la valorisation de la boîte? Même pas. Ah oui, c'était vraiment de l'argent net que tu avais dans ton... Mais comment ça se fait que tu as perdu il y avait de la valo de la boîte, forcément. Je compte même pas le coût d'opportunité, les 2,5 de leur valo de boîte et tout, mais je compte mes tokens. Moi, j'avais investi dans leur ICO plusieurs bitcoins aussi. Mais c'est eux qui avaient les clés? Ouais. Ah oui, d'accord. Ouais. Et moi, j'y croyais à fond et j'ai dit, moi, je joue pas au poker avec de l'argent gratuit. C'est-à-dire que oui, trop bien, tu me donnes tout cet argent. Et moi, avant de recevoir mon argent pour la partie gratuite, je dis tiens le casino, prends mes BTC. Moi, j'y crois au projet. Et voilà, après, tu as plusieurs erreurs humaines qui ont été faites de mon côté aussi. La cupidité, tu vois, en mode oh là là, mais tu restes dans le projet, tu penses que tu peux le sauver, tu as un peu le syndrome du sauveur parce qu'il y a tes mecs, tu as tes employés, j'ai dis mes mecs alors que c'est plus le cas. Tu as quand même des gens, des amis qui sont dans le projet aussi, toi tu es dedans aussi, donc tu es skin in the game. Moi, les mecs qui me disent je rentre dans des boîtes et ils ont pas mis un rond de leur poche, pour moi, tu pas skin in the game, tu vois. Si à un moment tu prends pas tes ronds. Alors, skin in the game, c'est jouer sa peau, c'est-à-dire que vraiment tu es impliqué dans le truc. Ouais, c'est-à-dire que si tu joues que avec des argents des investisseurs, ouais, c'est cool, tu vas faire une super start-up, tu vas louer le Palais Brognard pour faire des events, tu vas payer 30 000 balles ta soirée pour des petits fours à des mecs. Enfin, tu vois, je veux dire. Il faut que le soldat, tu vois, il y a dans l'armée d'euros, tu vois, il y en a à toi. Tu vois, et pour que tu ailles jusqu'au bout.
ça te fait une sorte de pression, tu vois, psychologique, mais qui est bonne. La pression, c'est quelque chose de... Souvent on dit oui, la pression c'est pas bien. Non, la pression c'est très bien. Je pense que les gens ils sont enfin, pas une pression négative, mais je pense qu'on est mieux sous pression. En tout cas, on fait les plus belles choses. Et bah ouais, tout mon conseil, mes avocats, ils m'ont conseillé de me barrer, de claquer la porte, de faire un poste pour arracher mon image publique à cette boîte, sachant que j'avais toujours pas de part, j'avais rien, j'étais pire qu'un clandestin, pas de contrat, rien. Ah, mais t'avais rien. Waouh. Très con, ouais. Enfin, c'est parce que j'étais non, très con, tu peux le dire. Ce que j'étais en train de penser, c'était tu fais trop confiance facilement, en fait. Oui, et c'est pour ça, oui. Ce qui a ses avantages et ses inconvénients. Ça, je pense que ça m'a apporté plus de bien dans ma vie que de mauvais. Mais quand même, c'est un peu la base. Même quand tu fais un deal avec un ami, tu fais au moins une page par écrit qui explique sur ce sur quoi vous êtes mis d'accord. Quoi. Oui, au moins un gentleman agreement. Maintenant, je l'ai fait. Oui, parce que je veux dire, même si la personne en face n'est pas de mauvaise foi. Pour moi, une poignée de main, ça veut dire beaucoup, mec. Hein. Oui, mais même si la personne en face n'est pas de mauvaise foi, si tu n'écris pas déjà, vous n'allez pas vous rappeler de la même chose. C'est beaucoup plus facilement. Exactement. Bah et je pense que la base de toutes les guerres ou ce que tu veux, ou même conflits d'associés, je vais te donner un insight. Je l'ai croisé hier, parce que du coup, on est au tribunal depuis des années avec ce mec et tout. Je l'ai vu hier à Blockchain Life. Un événement, ouais. Il allait rentrer dans son taxi. J'ai dit au taxi, stop. Je suis sorti. J'ai vu qu'il m'avait vu, mais il voulait pas me voir. Je suis allé, bonjour. Je serre la main, je fais, viens, on parle 15 minutes. Non, je crois pas. Ok, tu peux pas forcer les gens à vouloir discuter. Parce que moi, je suis persuadé, tu sais, on en parlait au repas avant qu'on a mangé ensemble, tous ceux qui font le mal pensaient faire le bien. Tous. Et il y a jamais, tu vois, si t'écoutes maman, c'est toujours papa le connard dans le divorce. Si t'écoutes papa, c'est toujours maman la connasse dans le divorce. Mais en vrai, la vérité, elle est plus au milieu. Alors, elle peut tendre plus d'un côté, mais... Il y a toujours du yin dans le yang. Moi, avec du recul, maintenant, il y a des choses que je me dis, ok, genre, typiquement, j'étais pas accountable, tu vois. Enfin, je rendais pas de compte, je suis un mec, très compliqué de me donner des ordres, tu vois. Je suis quelqu'un qui est pas manageable. Je le sais, j'en suis conscient, tu vois. Et maintenant que je manage des gens, je me dis, oh là là, mais moi, un mec comme moi, mais jamais je me manage. Tu vois, c'est pas possible. Électron libre complet. Parce que je suis persuadé, et maintenant je suis beaucoup moins persuadé, mais j'étais persuadé de faire ce qu'il fallait. Et bah pas du tout. Pas forcément, pas tout le temps. Donc c'est toujours important l'équiproquo. Et moi je gère même mon couple comme ça aujourd'hui, tu vois. Il y a un conflit, ok. Tu vas tout mettre sur une feuille, je vais tout mettre sur une feuille quand on redescend de nos émotions. Et tu vas me dire tout ce que tu me reproches et tout ce que je te reproche. Et on va voir si on s'est compris ou si c'est juste une idéologie qui est différente ou si vraiment il y a juste un quiproquo en fait. Et ça, je trouve que c'est hyper important et je pense que les gens, s'ils avaient un minimum d'empathie, il n'y a pas tout le monde qui en a, qui essayent de se mettre à la place de l'autre, je peux dire ok, je peux comprendre. Il y a des trucs que je comprends totalement. Même que tu vois, t'es en procès et tout, des trucs que je comprends. Je comprends, avec du recul. Et ça, c'est important d'admettre tes torts en fait. Bon, après, le mec, il a joué avec l'argent, tu vois, c'est tout le monde. Ouais. Mais tu vois, c'est pour ça. C'est important d'avoir ce genre de recul, je suis d'accord avec toi. Mais c'est aussi pour ça que c'est important de mettre les choses par écrit. Exact. Parce que parfois, vous êtes tous les deux de bonne foi, vous ne vous rappelez pas des mêmes choses de la même manière. Et peut-être parfois parce que ça n'a même pas été perçu de la même manière à l'instant. Exactement. Donc, mettre par écrit, ça permet aussi de déboucher plus les angles morts, il y en aura toujours. Le flou, c'est pas jamais bon. Voilà, exactement. Donc, c'est pas une marque de manque de confiance quand tu fais un truc par écrit, c'est juste pour que tout soit clair et qu'on est sûr qu'on est d'accord sur la même chose en fait. Et pas qu'on a l'impression d'être d'accord sur la même chose alors qu'on ne l'est pas. Mon avocat, moi j'ai fait un partenariat avec un ami, on a créé des formations ensemble, on a fait un contrat de, je sais pas, 10 pages, mais on l'a fait nous-mêmes, on a utilisé ChatGPT, on n'a pas passé par des avocats. Voilà. Mais au moins, l'idée c'était plus d'être sûr qu'on soit d'accord sur les choses. Ouais. Et on a même dit, voilà, en cas de litige, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et on n'est toujours pas aujourd'hui, tu vois. Moi je le fais aujourd'hui maintenant. Ouais. Maintenant je le fais vraiment. Et genre même avant de m'associer maintenant, si on fait une nouvelle boîte ou quelque chose, on regarde quelle est la vision. Tu vois, on a même fait un atelier la dernière fois avec un mec, on voulait faire un side de notre boîte et on disait, on a fait tout un jeu de cartes carrément de qu'est-ce qu'on voudrait idéalement aller avec la boîte, qu'est-ce que va t'apporter cette entreprise, est-ce que toi tu veux une Lamborghini, est-ce que toi tu veux mettre ta famille à l'abri, enfin tu vois vraiment. C'est bien aussi de faire ça, ouais. D'être clair sur les attentes. Les attentes de chacun, projet, de dire, moi si je peux sortir à 25 millions, je sors à 25. Tu vois, on met tout dès le début. Ouais. Parce que j'ai compris qu'il n'y a rien de pire que le flou. Comme tu dis, moi et je suis en train de changer sur ça, j'étais un bon allumeur de feu de camp. Tu vois, tu me donnes, il n'y a rien, je te fais quelque chose. Et après, il faut changer de mindset, monter de niveau, quand d'un coup tu commences à être plus gros, tu as des salariés, tu fais des gros deals, c'est notre cas aujourd'hui. Donc tu dois t'accompagner de gens pour te permettre d'aller à ce niveau-là, parce que
tu l'es pas à l'instant T. Et des boîtes qui grossissent trop vite, qui grossissent vite, c'est notre cas, c'était le cas de la boîte avant. Bah, quand tu passes du niveau 1 au niveau 50 d'un coup, mais que t'as pas appris à manier ton personnage dans le jeu vidéo et que t'arrives au boss du niveau 50, mais tu vas jamais le battre. Parce que tu t'es pas battu sur tous les autres niveaux, t'as monté trop vite en fait. Donc tu maîtrises pas ta manoplie, tes sorts, tes trucs. Enfin, moi je jouais beaucoup à Dofus ou à des MMORPG. Je te donne mon personnage niveau 200, mec, tu vas te faire massacrer par un niveau 150. C'est sûr et certain. Parce que tu sais pas jouer. Ouais. Donc il faut se former en continu, il faut lire, il faut apprendre, il faut s'entourer des personnes. Et t'es clairement la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus. Donc faut toujours, si tu penses que t'es entre guillemets, le plus gros cerveau, j'aime pas dire ça, mais le mec qui sait le plus de la table, t'es à la mauvaise table. Donc, mais ça te permet aussi de revenir pied sur terre parfois. Donc bref, on se barre. On recrée une boîte de zéro. Alors attends, moi ça m'intéresse quand même de savoir comment on passe de... donc c'était 3 ou 4 millions déjà, parce que j'ai dit 3-4 millions, c'était plus... 4-5. Purée, 4-5. 4.5. 4.5. Comment tu passes de 4.5 à 150 000 d'un point de vue psychologique? Est-ce que ça t'a fait un choc? Est-ce que tu t'es dit je m'en fous? Est-ce que t'as mis un peu de temps à t'en remettre ou pas? Je pense que j'avais déjà fait mon deuil pendant quelques mois dans ma tête avant de partir. Parce que j'avais compris qu'il y avait un iceberg et qu'il allait le taper. Mais que le capitaine était devenu fou et qu'il voulait y aller. Donc j'ai dit, j'avais compris. Donc le deuil avait déjà été un peu fait. Et de l'autre côté, comme j'ai jamais augmenté mon rythme de vie, je l'ai pas psychologiquement. Pour moi, c'était presque de l'argent virtuel. C'est pas j'ai un appart à payer à 10 000 balles par mois et j'ai une bagnole à 2000. T'avais pas le flingue sur la tempe? Non. Vraiment pas. Donc je me suis dit, c'est que de l'argent, c'est que des chiffres. Non mais mec, enfin il y a eu des fausses couches, il y a eu des décès, il y a eu des trucs. Enfin tu vois, je veux dire, c'est de l'argent. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas, y a pas mort d'homme. J'ai jamais été impacté. Tu vois, moi mon wallet demain, le marché peut tomber, il peut diviser par 3. Zéro. Zéro émotion. On a exactement la même psychologie. Zéro. En fait, même moi, je suis excité parce que je me dis c'est les soldes et je peux même en si racheter. ça monte. Ouais, alors là, oui. Mais quand ça monte, le Bitcoin, il passe à 250 000 demain. Bon, moi, je serais content, mais oui, ça va pas changer ma vie. Ni chaud ni froid. De toute façon, moi, je les garde. Ni chaud ni froid. Ouais. Parce que je vais pas changer mon rythme de vie. Ouais, j'ai vu récemment une présentation d'un infopreneur et pas énorme en tout cas. Et il disait moi regardez, voici comment ma fortune a évolué d'une année à l'autre. Il y a une année, non seulement ma boîte allait moins bien, mais en plus j'avais perdu 500 000 ou je sais plus quoi sur ma fortune. Moi je me dis mais purée, moi j'en ai rien à carrer et je regarde jamais en fait. Enfin, oui, je calcule tous les ans qu'est-ce que j'ai en patrimoine et des fois je fais ah oui tiens cette année bon ça fait moins 300 000 parce que la bourse a baissé. Ok, enfin j'en ai rien à carrer en fait. Donc c'est marrant, on a vraiment la même philosophie et on est tous les deux minimalistes, donc je pense que ça aide énormément. Peut-être une clé, une leçon pour les gens qui nous regardent. C'est vrai qu'on vit tous les deux très largement en dessous de nos moyens et du coup ça nous donne une sérénité qui est claire quoi. Moi je te dis, ma baraque, j'ai un crédit à 1 150 € par mois. Ouais, je suis dans la campagne profonde, une petite baraque, j'ai rénové moi-même à l'époque. Franchement, alors pour certains ça va paraître beaucoup, mais je pense que je dépense 4 000 balles par mois. Pour toute ma famille. Oui, étant donné le patrimoine que tu as atteint, parce que donc là... je pourrais vivre... On va pas être aussi précis, mais tu es redevenu millionnaire. Oui. D'ailleurs, c'est très intéressant, on va peut-être s'intéresser à comment tu as fait ça. Tu es redevenu millionnaire, donc clairement pour toi, 4 000 € par mois. Je vais me faire couper des doigts. Alors, vraiment rien. Disclaimer pour le mec qui regarde, qui a envie de me couper des doigts, là, ou kidnapper, parce qu'en France, tu vois, j'habite pas à Dubaï. Oui. Il y a quand même beaucoup de kidnapping de mecs de la crypto. C'est en patrimoine en machine, donc si tu veux, oui, il faut qu'on aille ensemble au Kazakhstan, en Islande, avec des camions et récupérer des machines qui travaillent, quoi. Mais oui. Donc, psychologiquement, ça t'a pas fait grand-chose, tu vois, et ça me rappelle, j'ai vu une interview d'Éric Larchevêque qui a dit qu'il a toujours cru Bitcoin, parce que oui, il a 99% de son patrimoine personnel en Bitcoin, hein, ça inclut pas les actions dans Ledger. Et il a dit, il y a une seule fois où il a douté de la théorie que Bitcoin allait l'emporter sur le reste. C'est en 2020, pendant le Covid, quand c'est descendu à 4000. Et il a dit, c'était incroyable dans l'interview. 3000. Hein. Ouais, il a dit, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, je me suis trompé. Du coup, il va falloir que je trouve une autre manière de gagner de l'argent. Puis il est parti voir une série Netflix. Et donc, l'intervieweur lui dit, mais comment ça? Il dit, oui, de toute façon, moi, je sais comment gagner de l'argent. Hein. Donc, tu vois, c'est intéressant, ça. Puis lui aussi, il vit, je pense il a un niveau de vie supérieur au nôtre, mais il vit aussi très largement en dessous de ses moyens. Je pense. Donc, c'est intéressant, tu vois, vraiment d'avoir cette résilience psychologique. Et je veux dire, c'est de manière complètement automatique, en fait. Parce que
on n'a même pas besoin de travailler pour ça, c'est juste que Non. notre mode de vie fait qu'on l'a. Mais est-ce que la résilience, c'est pas aussi une sorte de déni qui te protège le cerveau, en fait? Peut-être, ouais. Tu vois ce que je veux dire? On pourra en débattre. Mais en tout cas, matériellement, toi et moi, on vit largement en dessous de nos moyens. Ça nous donne quand même un tampon vraiment ouf. Alors, je me suis pas retrouvé dans une situation comme toi où j'ai perdu, je sais pas, 90% de mon patrimoine. Donc, mais par contre, j'ai vécu effectivement les périodes où la bourse se crache, genre quand Covid et tout ça. Moi, à chaque fois, j'ai réagi, pareil pour les cryptos, en me disant waouh, génial, c'est les soldes. Tu vois, donc, je sais que sur ce point-là, c'est important de comprendre son profil d'investisseur. Moi, l'immobilier, c'est pas pour moi. Vraiment, je haïs l'immobilier. Par contre, je suis fait pour la bourse et les cryptos. Donc top. Donc, ok, donc pour toi, tu te dis, bon, j'imagine que ça pique quand même un peu, ça fait jamais plaisir. Tu vas pas sauter de joie et faire sauter le champagne non plus. Ce qui m'a fait le plus mal, c'est pas l'argent. C'est la trahison. Ouais. Je peux comprendre, ouais. 2 trucs qui m'ont fait mal. La trahison de se sentir trahi, et de 2, de faire une mini-trahison aussi. Ah oui? Bah oui. En te barrant, tu veux dire? Ouais. Par rapport aux gens qui sont encore dans la boîte, qui m'avaient écrit et tout. Il n'y avait pas que lui. Ouais. J'avais fait 2 semaines avant ou 3 semaines avant, j'avais envoyé un sondage anonyme à tous nos gars pour me juger. Dire qu'est-ce que je pourrais faire mieux, si ça et tout. Et il y en avait qui avaient senti le truc, tu vois, qui disaient ouais, mais Flo, pars pas. Tout. Non, t'inquiète. Je savais que j'allais partir. Je m'en doutais. J'étais pas sûr, j'avais besoin d'un déclic encore qui est arrivé quelques semaines avant. Mais oui, la décision était maturée. Et l'autre truc qui fait... c'est que j'ai quand même communiqué sur les réseaux sans prévenir personne. C'est d'un coup... paf, je pars de la boîte, je mets un panneau avec le nom de la boîte barré, je me barre. Il y a un problème. Ah oui, donc tu as fait ça de manière très publique. Ouais, on m'a conseillé de le faire et je pense que c'est le truc, tu vois, que... Parce que tu voulais dissocier ton image de celle de la boîte. Ouais, Il fallait. Ouais, parce que tu te disais ça allait... C'est le seul regret que... Enfin non, c'est pas un regret parce que d'un côté, c'est ce qu'il fallait faire. C'est ce qu'il fallait faire, mais c'était dur à faire. Ouais. C'était dur à faire. C'est le seul truc. Mais j'ai bien fait. Parce qu'après, c'est la boîte, c'est... Ouais. Ok, et donc, tu savais déjà dans quel projet tu voulais te lancer? Ah bah oui. Donc le minage de Bitcoin. Ah bah complètement. C'est ce qu'on voulait faire, nous, avec Mining Market, qui est devenu Blob, notre entreprise, aujourd'hui. Donc là, on est en quelle année? 21 septembre 2023. Septembre 2023 D'accord, oui. Ok. Donc là... 22. Ah, Attends. On est en quoi là? Putain, on est en 2025 là. 25, ouais, 23. Ok. Donc il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans, et tu te dis, ok, je me lance dans le minage de Bitcoin. Et donc là, c'est encore une autre industrie, parce que donc là, il faut acheter des ASIC. Et là, du coup, tu n'as plus accès à l'énergie gratuite chez EDF, parce que tu t'es fait choper entre deux. Il faut quand même peut-être parler de cette histoire. Parce que... directement, dès que c'est juste après. On y arrive chronologiquement. Tout s'enchaîner, quoi. Ouais. Parce que là, d'un coup, je lance la boîte. Avec Julien, je dis allez, let's go, on y va, et vitesse d'exécution qui prime. Je me rappelle, j'allais à la salle de sport 4 jours après, et avec les écouteurs, je dis voilà, il faudra faire une réunion, mais rapide, une demi-heure max, pour choisir le nom et faire un logo et tout. Je dis on passe pas réunionnite aiguë et tout, on y va. J'ai un truc résilient, quelque chose qui nous caractérise, qui a un storytelling et tout, mais en 1 ou 2 syllabes maximum. Je dis tu vois, comme Phoenix, mais Phoenix, il y a déjà trop de boîtes qui s'appellent Phoenix, tu vois. Je dis, bon, qu'est-ce qu'il y a comme organisme solide? Je sais pas, le tardigrade, mais ça rentre pas dans le cahier des charges de 3 mots, et en plus c'est moche, tu vois. Ouais. Et à un moment, je fais, tu vois, Owen Asher, qui est un des plus gros influenceurs crypto, tu vois, à l'époque, quand il a vendu des machines de mining, il a appelé ça des bobs. Tu vois, c'était pas con, Bob. Il fait, j'ai un bob. Et d'un coup, je fais, oh putain, blob? Et Julien me fait, blob, le champi là, le truc jaune? Je fais, ouais. Ah bon, il y a des champis qui sont des blobs? Ouais, enfin c'est pas un champignon, c'est un être unicellulaire qui est hyper mystérieux, c'est un mystère scientifique sur la planète. C'est un organisme unicellulaire qui est intelligent alors qu'il n'a pas de neurones et que l'ADN ne bouge pas. Il est capable de refaire des labyrinthes, tu peux l'envoyer dans l'espace, il revient, il est immortel, le bordel. C'est en fait des recherches sur le blob, c'est un truc de malade. Et dans la station spatiale internationale, ils n'arrivent pas à comprendre. Et ils pensent qu'il y a une intelligence globale peut-être entre les blobs, ils savent pas. C'est un mystère scientifique de comment le blob, tu lui fais faire le labyrinthe et il va te le refaire. Sauf qu'il n'a pas de neurones. Ça remet en question tout ce qu'on sait sur l'intelligence. Et donc tu t'es dit... Et je me suis dit, le blob, ça me fait très rire parce qu'on se dit, le mec, il a l'air un peu con quand même avec ses blagues, mais il est pas si con, on sait pas pourquoi. Plus la résilience, et ça se répand comme la blockchain et tout. Et le blob, ça me parlait vraiment. J'ai dit blob. Voilà, c'est choisi. Mais du coup, EDF, quand est-ce qu'ils se sont... Là, j'étais encore en sans solde depuis des années, donc je suis encore salarié EDF à ce moment-là. Mais là, on est en 2023, donc ça faisait déjà 1 an que Ethereum, tu pouvais plus les miner avec des GPU. Ouais. Parce que donc... je minais plus chez moi à ce moment-là.
Ouais, d'accord. Parce que en gros, Ethereum est passé du proof of work comme Bitcoin où il faut miner pour générer des blocs à proof of stake où en gros on a juste besoin de mettre en jeu ses propres Ethereum et il n'y a plus de minage en fait. En vrai, quand je me suis fait choper, entre guillemets, je minais déjà plus chez moi depuis un moment parce que j'avais eu un enfant et le risque d'incendie, le bruit, le truc, tout. C'est vrai qu'il y a un risque d'incendie, ouais. Et tu peux pas scaler. Et en fait, j'étais déjà en data center, donc j'avais plus d'intérêt. Oui, ok, j'aurais fait quelques centaines d'euros de plus par mois, mais en vrai, le but des data centers, c'est de se dire, là, tu peux scaler à l'illimité. Et en plus, plein d'amis qui voulaient le faire, qui n'étaient pas EDF et des entrepreneurs, ils m'ont dit, Florent, comment je peux acheter du Bitcoin ou miner du Bitcoin? Je dis, mec, alors déjà, si t'as une boîte, c'est 1000 fois mieux de miner du Bitcoin, parce que tu vas passer en amortissement les machines sur 3 ans, tu vas passer en charge l'électricité et tu vas avoir du Bitcoin vierge en face. Bitcoin vierge, c'est quoi? C'est du Bitcoin qui n'a jamais été lié à une plateforme d'échange avec une carte d'identité. C'est comme si vous aviez trouvé une pépite d'or dans la forêt. On pourra en débattre une heure du Bitcoin vierge, mais c'est bien mieux d'acheter. En gros, tu transformes tes impôts en crypto, une partie de tes impôts en crypto. Alors à Dubaï, vous n'avez pas le problème, mais en France, c'est un vrai problème. Oui, c'est un vrai problème. Ouais. Et donc, plutôt que d'acheter du Bitcoin avec l'argent qui a déjà passé de l'impôt, là, tu arrives à acquérir plus de Bitcoin que si tu en achetais, mais en plus avec du bénéfice imposable. Okay. Et même si tu es un particulier, tu peux faire du BNC, donc dans de la technique fiscale, bénéfices non commerciaux, ou tu peux aussi le faire, c'est comme du meublé en immobilier. Donc on se lance là-dedans, et les mecs qui veulent le faire, je dis, bah écoutez, au début c'était des potes et des amis entrepreneurs, je dis, bah, je peux le faire pour vous. On s'occupe de tout, de A à Z. Je t'achète les machines en Chine, on détermine ensemble les meilleures machines possibles. Je te les héberge à un prix d'électricité très faible. Aujourd'hui, on est autour de 6,5 centimes de dollars le kilowattheure aux États-Unis. Donc nous, on n'est plus en Islande aujourd'hui. On y était, mais on a tout bougé récemment. C'est moins cher les États-Unis que dans d'autres endroits du monde. Ouais. Comment ça se fait? Il n'y a pas que En fait, aux États-Unis, ils ont besoin de consommateurs flexibles, vu qu'ils ont beaucoup de renouvelables, par exemple au Texas. Oui, alors ça permet de briser un mythe, parce que souvent, parmi les débutants en Bitcoin, ils restent sur les arguments de 2019 ou 2017. Et oui, voilà, c'est « Ah mon Dieu, ça consomme plein d'énergie, ça pollue, etc. » Alors, oui, ça consomme de l'énergie, mais pas grand-chose par rapport à plein d'autres trucs. C'est fatale. Et en plus, voilà, exactement, ça permet à toutes les sociétés qui sont dans le renouvelable, où tout ce qui est solaire et éolien, forcément, c'est pas la même production en permanence, et c'est pas forcément produit au moment où on en a besoin. Et on a cette capacité de stockage limitée dans les batteries. Donc une manière de rentabiliser les opérations, c'est quand il y a de l'électricité qui est générée en surplus et qui ne peut pas être stockée ni consommée à l'instant T, plutôt que ça soit perdu, ce qui serait le cas normalement, c'est utilisé pour miner les bitcoins. C'est ça. Donc là, c'est vraiment de l'énergie propre en surplus qui est utilisée pour rentabiliser et qui permet en fait d'investir dans des champs d'éoliennes ou des centrales solaires qui normalement seraient pas rentables en fait. C'est ça, et surtout même tu as une capacité d'être flexible. C'est-à-dire que tu vois, au Texas, il y a eu des blackouts à l'époque, il y en a eu en Espagne il n'y a pas longtemps, parce qu'en fin de compte, le réseau, ce qu'il faut bien comprendre, c'est l'offre et la demande au poil près. Si tu envoies trop d'électricité sur le réseau il craque, tu as un blackout. Si tu n'en envoies pas assez, le réseau il craque, tu as un blackout. Et pour redescendre en Espagne, ouais. Et en fait, les gros consommateurs d'électricité, des OVH, des data centers, ils peuvent pas dire « Allez, on coupe ». Et aujourd'hui, il n'y a plus de eBay, il n'y a plus de Le Bon Coin, il n'y a plus les hôpitaux de Paris. On coupe parce qu'il faut protéger la France. Tu vois, tu peux pas. Une usine de métallurgie, pareil, tu l'éteins, tu la rallumes pas le lendemain, elle est morte. Tu as perdu des centaines de millions. Nous, on est pilotable en 5 minutes. On peut s'effacer. Voilà, il faut qu'on arrête notre consommation, enfin que le minage Bitcoin, tu appuies sur un bouton, ça coupe le truc. Exact. Boum. C'est ultra flexible en fait. Exact. C'est arrêt et démarrage à la demande. Ouais. Donc en fait, tu deviens un tampon, un buffer du réseau électrique. Et ça, c'est hyper utile. Et les énergéticiens te payent pour faire ça. Tu es payé pour être d'astreinte, entre guillemets, pour pouvoir être coupé. Et quand ils te coupent, ils te payent aussi. Plus, tu as un prime. Donc, le minage de Bitcoin, tu as 2 stratégies possibles d'ailleurs. Tu as ceux qui vont vendre leur Bitcoin au fil de l'eau. Ça va être mon cas, parce qu'à un moment, quand tu as trop d'électricité à payer, tu peux plus payer 20 000, 10 000 ou 40 000 balles d'élec par mois pour payer ton électricité. Tu vas vendre une partie de tes bitcoins pour payer ton électricité. Et après, tu as l'autre stratégie, c'est de dire je paye en fiat, donc en monnaie fiduciaire, en euros ou en dollars ou en francs suisses, ou en AED, tous les mois, ton électricité. Tu me dis, ça sert à quoi? En fait, tu es en train de faire un DCA, un dollar cost averaging. C'est comme si tu achetais du bitcoin avec un prime qui vient du mining. Alors attends, pardon. Donc le DCA, effectivement, c'est quand tu décides d'investir et que plutôt que de mettre toute une somme d'un coup, tu la lises sur plusieurs mois. Ouais. Mais là, je comprends pas en quoi c'est du DCA. En fin de compte,
Ouais. Tu vas rentrer directement avec un prix des machines à l'instant T. Ouais, donc tu achètes la machine. Admettons, tu achètes 100 000 balles de machine. 100 000, allez, soyons fous. 100 000 balles de machine, ouais. 100 000 balles ça de te fait quoi, 10 mineurs ASIC, ça? En ce moment, ça t'en fait 29 sur ce compte. Ah oui, ok. Donc c'est 29 bécanes, 29 ouais. fois 150 euros d'électricité par mois à peu près. Ok, ouais, donc ça va vite. Hein. Là, on est à plus de 4 000 euros par mois de consommation. Voilà. Donc, tes machines, après ça dépend des scénarios, nous on fait des scénarios dans tous les sens selon la vision de chacun, mais grosso modo, produire un BTC te coûte la moitié. C'est-à-dire que produire un BTC aujourd'hui, tu es peut-être à 52 000, 53 000 $. Donc ça coûte 52 000 à 53 000 $ pour générer un bitcoin, et aujourd'hui il est à 100, 110 000, quelque chose comme ça. C'est ça. On fait la vidéo. Donc, après, c'est sur du long terme. Nous, nos simulations, qui sont plutôt réalistes, avec une augmentation de la difficulté de minage, avec le halving, on expliquait avant, on sait que pour à peu près, si le scénario se passe, pour un BTC injecté, t'en sors à peu près 2 si tu as vendu ton élec. Mais il y a d'autres strates. La strate de DCA que j'expliquais, c'est de dire, tu as acheté ces machines-là qui vont te produire du bitcoin, et ta part d'électricité, c'est là que tu fais un DCA, en fait. C'est-à-dire que tu payes ton électricité en fiat. Donc tu gardes 100% de ta production de bitcoin par mois. Tu gardes 100% de ta prod. Et ça, c'est une stratégie ultra puissante. Après, tu peux rentrer dans les stratégies financières où tu peux faire du crédit lombard pour payer ton électricité. Alors, crédit lombard, c'est quand tu mets un de tes actifs en collatéral. Donc, tu pourrais prendre du bitcoin ou de l'ethereum et puis tu chopes un prêt. Exact. D'ailleurs, avec les cryptos, tu peux avoir des prêts sans permission. Tu demandes la permission à personne. Voilà. Sur Aave, c'est un protocole sur Ethereum. Vous mettez en collatéral de l'Ethereum, vous pouvez emprunter même du dollar avec les stablecoins. Et vous n'avez pas besoin d'avoir un intermédiaire qui valide ça. 3 clics. C'est incroyable. 3 clics. Je te donne un exemple. 3 clics, ouais. Bitcoin est tombé à 75 000 il n'y a pas si longtemps, je crois, il y a 2 mois. Il avait peut-être plus, je sais plus de notion du temps. Quand tu dois payer ton électricité à la fin du mois avec le BTC à 75 000, tu dis non, je n'ai pas envie de vendre mes bitcoins à 75 000 pour payer mon électricité. Oui, donc parce que tu paries sur le fait que ça va remonter. Donc en fait, tu fais un long bitcoin et tu donc t'empruntes, mais tu espères que ça va pas tomber plus. Exact. Ouais. Ok, ouais. Intéressant. Tu fais exactement. Après, attention, faites attention. Oui, ça faites très attention avec ça. Dangereux, ça peut vite te liquider parce que alors un prêt lombard, ça fonctionne. Par exemple, tu vas emprunter 100 000 $ sur Ethereum. Derrière, tu dois mettre au moins le double de la somme, c'est ce qui est recommandé. Donc 200 000 d'Ethereum, mais dans les faits, c'est plutôt vaut mieux pas monter au-dessus de 30%. Et pourtant, il y en a qui se mettent à 80%. Ouais, ils font ce qu'ils veulent. Mais en fait, le problème, c'est quoi? C'est que Ethereum, Bitcoin, tout ça, c'est très fluctuant. Voilà, ça peut prendre plus 50% en un mois ou moins 50%. Et parfois, ça prend moins 50% en une journée. C'est rare, mais ça arrive. Et d'ailleurs, Ethereum est tombé très bas là récemment, puis il est remonté à des niveaux très hauts. Et le problème, c'est que, admettons, vous mettez 200 000 $ d'Ethereum, vous empruntez 100 000. Génial. Et si Ethereum se met à chuter, à faire moins 50%, ça va arriver à 100 000. Tant que vous êtes au-dessus, tant que l'Ethereum que vous avez mis en collatéral vaut plus que ce que vous avez emprunté, c'est OK. Mais dès que ça descend en dessous, en fait, boum, il y a un appel de marge. Et donc là, tout est fait exécuter automatiquement avec des smart contracts. Donc, tu ne perds pas tout sur Aave. Tu te fais bouffer une partie, mais ouais. Ok, voilà. Donc il y a une partie qui est vendue, et après, si ça continue à chuter, là, tu te fais tuer complètement. Et puis le problème, c'est que du coup, vous vendez au pire moment, c'est-à-dire au moment où c'est en train de chuter, quoi. Alors que c'est au contraire le moment où il faut acheter. En fait, et si tu as suffisamment de buffers, genre si tu as. Moi, je suis minimum à 3. Voilà. Et si tu veux vraiment être tranquille, tu fais x4 ou x5. Moi, tu mets 5 fois plus Ethereum que ce que tu empruntes. Et là, il faut vraiment que ça chute de 80-90% pour que. Donc, on est tranquille quand même. Puis normalement, tu as le temps de le voir venir, c'est pas en 24 heures que tu chutes de 90%. Non, tu as le temps de le voir venir, tu as le temps de rechercher la liquidité ailleurs. C'est sûr que si tu te fais liquider quand le marché perd 20%, t'es un idiot, t'as rien compris à la crypto, quoi. Mais voilà, donc c'est des instruments puissants quand tu sais les utiliser intelligemment et avec parcimonie et en étant prudent, sinon c'est le casino et tu peux vite te retrouver avec rien du tout. Nous, la logique, c'est vraiment une logique de chef d'entreprise, c'est pas de casino. C'est-à-dire que. De bon père de famille. Exactement. Tu te dis, OK, il y a 60 000 balles d'élec à payer sur ce mois-ci. Bon, on va mettre 400 ou 500 en collate et tu vas emprunter ces 60. Mais par contre, il faut tout de suite mettre le plan de sortie. En fait, ce que les gens, ils oublient, c'est déjà de ne pas se mettre en danger, mais surtout d'avoir un plan de sortie. Si c'est pour rester 10 ans dans ton levier, ça sert à rien. Nous, on avait écrit dans le marbre, quand le BTC remonte à 100, on ressort. Ouais, ok. Vous vendez à ce moment-là. Et on l'a fait. Si vous avez vendu au moment de la génération, et ça vous évite de perdre de l'argent. Exactement. Parce que si ça vous coûte 50 à 55 000 pour générer un bitcoin et que vous vendez à 57 000, c'est pas intéressant.
Bah non, tu vas vendre 95% de ta production pour payer ton élec. Ouais, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Je te prends 2 clients chez nous, par exemple, même machine, même moment, même rentrée, Bitcoin à 20K, bah quand il était tombé à 20K, bah tu vends 80, il y en a un qui va vendre 90 ou 95% de sa production par mois. Donc admettons qu'une machine elle faisait $200 brut, mais que tu avais $180 d'élec. Bah il y en a un qui a vendu ses BTC, on va dire au bout de 10 mois, il a fait $20 x 10, donc il a 200 balles. Si Bitcoin fait x 10, bah, il a 2000 balles. Tu prends le gars qui a payé en fiat les 190 balles par mois et qui a du coup conservé $200 de Bitcoin par mois. Au bout de 10 mois, il arrive à 2000, ça fait x 10, il a 20 000. Même machine, pas la même machine, même entrée, pas la même stratégie. Ouais. Il y en a un qui a fait x 10, l'autre pas. Mais la stratégie, c'est aussi vrai si ça descend. De toute façon, le mining de Bitcoin, t'en fais pas si tu penses que le coin il va descendre sur 5 ans. Tu sais que tu as une obsolescence à peu près de 4-5 ans sur les machines. Le but, l'erreur de débutant dans le mining, c'est de se dire je vais faire un APR en euros. En combien de temps je vais être ROI? En combien de temps je vais rentabiliser mes machines? C'est une erreur. C'est une erreur, tu peux pas savoir. Le mec qui dit en 18 mois tu as rentabilisé tes machines, c'est soit un menteur, soit un incompétent, soit un mix des deux. Le vrai calcul à faire, c'est est-ce que j'achète un Bitcoin ou est-ce que je mine pour un Bitcoin? Est-ce que je vais avoir plus qu'un Bitcoin? Est-ce que le risque industriel, combien il va me rapporter selon mon scénario, il va me rapporter. Pour moi, c'est ultra rentable de miner. Sinon, personne ne le ferait. BlackRock ne le ferait pas, personne ne le ferait. C'est beaucoup plus rentable de miner sur le long terme si dans son scénario, le Bitcoin monte. Si dans ton scénario, le Bitcoin descend... Oui. De toute façon, tu ne vas pas miner du Bitcoin si tu ne crois pas dans l'avenir du Bitcoin, c'est sûr. Après, il y a un intérêt fiscal aussi, mais ça, c'est encore un autre débat. Il y a aussi un intérêt, effectivement, sur des Bitcoins vierges. Et ça, c'est un peu un problème de design du Bitcoin, c'est que ce n'est pas complètement fongible. Ce qui n'est pas quand même du tout la vision de Satoshi à la base. Donc pourquoi c'est pas fongible? Fongible, ça veut dire que chaque unité d'une monnaie est censée valoir la même qu'une autre unité de monnaie. Si je prends une pièce d'1 euro, bah, ça vaut la même somme, la même valeur que n'importe quelle pièce de 1 euro. Sauf que dans le Bitcoin, c'est pas entièrement vrai. C'est pas vrai. Parce que le problème, c'est que comme il y a une traçabilité excellente sur la blockchain, s'il y a des Bitcoins qui sont passés par des services du dark web qui sont illégaux, des mixeurs, des mixeurs, des trucs comme ça, si vous essayez de les... Alors, si vous utilisez on-chain pour acheter des trucs directement, ça pose pas de problème. Par contre, si vous essayez de les revendre dans des échanges centralisés, c'est là où ça va coincer parce que eux, ils ont des systèmes d'analyse qui passent par Chainalysis et tout ça, et ils peuvent voir qu'à un moment, alors ils vont pas trop normalement regarder en arrière, en théorie ils regardent qu'à 3, mais bon, c'est plus ou moins vrai. Et dans les faits, si c'est passé un moment dans la chaîne par un truc pas bien, il y a des choses qu'ils n'acceptent pas. C'est comme si tu mélanges une goutte de pétrole dans un vase d'eau. Ouais. Du moment que tu as eu une merde dans ton wallet, t'as beau le changer 3 fois, 4 fois de wallet, ça va bien rester noir pendant longtemps en fait. Voilà, donc ça va vraiment contre la philosophie première de Satoshi, mais bon, c'est la réalité aujourd'hui. Et donc c'est vrai qu'il y a des intérêts à avoir des bitcoins vierges parce que là, il n'y a aucun historique, ça a directement été généré dans le bloc, et ça c'est facilement, tu peux le voir sur la blockchain, donc tu sais à 100 000% qu'il y a zéro utilisation illégale. Après, moi, personnellement, ce que je me dis sur ce point, c'est que moi, j'ai déjà acheté des visites guidées, des restaurants, des bières, des cafés avec du Bitcoin. Donc, ces Bitcoins-là, tu peux juste les garder pour tes dépenses. Ouais, après, ça dépend combien t'en as. Oui, bien sûr. Alors, voilà. Effectivement, si tu as des millions en Bitcoin là-dessus... mais tu peux pas les dépenser. Mais tu vois, c'est comme quand j'étais à Prospera, je discutais avec le gars qui a créé le Bitcoin Café. Roatan. Je sais plus quel est son prénom. Mais lui, il me disait, lui, il revend rien. Il garde tous ses Bitcoins et il me dit, je vais les dépenser. Et j'attends l'hyper-bitcoinisation pour que je puisse acheter n'importe quoi avec. Et tu peux déjà acheter vraiment beaucoup de trucs avec les Bitcoins. Puis tu as des services aussi d'échange sans KYC dans beaucoup de pays. À Dubaï, il y en a plein. À Bangkok aussi, où je vais lundi, là. Tu sais que tu peux échanger aussi. Donc, dans les faits, il y a toujours moyen de moyenner avec les Bitcoins. Mais c'est vrai que beaucoup de gens passent par les échanges centralisés un peu par flemme, un peu parce qu'ils ne savent pas trop comment ça marche le reste. Donc, tu crées cette entreprise et c'est à ce moment-là que EDF te chope. Mais des années après que tu as arrêté, finalement. Ouais, quasiment. Mais du coup, alors explique un peu comment ça s'est passé. En fait, il y a Benjamin Cohen, mon pote, qui a le Crypto Daily, qui est un média, qui m'appelle et il me dit texto. Quand il voit mon post sur LinkedIn, que je me barre de la boîte, il fait frérot, t'es dans la merde? Ouais. Il fait passe dans mon podcast, je vais te faire de la pub pour ta boîte, ta nouvelle boîte. Et moi, j'avais tout mis dans Blob. J'avais commandé une Tesla, je l'ai annulé, j'ai mis toute la liquidité. J'ai fait all-in. Skin in the game, moi toujours, on y va. Et sauf que là, c'est moi le capitaine du bateau.
C'est plus là à conseiller le capitaine. Je dis, c'est mon bateau avec Julien, c'est notre bateau déjà. Chaque grande décision, on la prendra bien à deux, on regardera si on n'a pas tort. Et on y va. En ayant une certitude, c'est qu'il n'y en ait pas. Et en ayant appris de toutes les erreurs qu'on a pu voir avant. Et on en a quand même fait plein. Et on y va. Et je fais ce podcast avec Benjamin. Et là, je sais que je sors un peu de l'ombre. Je pensais que j'avais encore un peu de temps devant moi, parce que j'étais encore dans le logement de fonction. J'étais en train de déménager. Et quelqu'un est tombé sur la vidéo, l'a envoyé à la direction. J'ai été convoqué. Parce que donc, dans cette vidéo, tu as fait ton coming out sur ce que tu avais fait avec EDF. Ouais. D'accord. J'en avais jamais parlé avant. Et tu t'es pas dit que ça allait arriver, ça ? Si. Donc, tu voulais que ça arrive ? Ouais. C'était une manière de faire une sorte de rédemption, c'est ça ? Pas une rédemption, mais une moyenne... Déjà, de deux, de raconter l'histoire, parce qu'elle est vraie. Et parce que, on peut dire que c'était une rédemption et que c'était mon histoire. Et il fallait la raconter. C'est-à-dire qu'au début, tu bosses pour une boîte, donc tu parles de la boîte. Mais c'était comme quoi, j'aimais bien le message de, regarde, il m'est arrivé une merde. J'aurais pu juste prendre les allocations handicapées et me plaindre toute ma vie. Mais non. Et ça, j'aimais bien. Et je voulais transmettre ça. Et c'est pour ça que j'en ai parlé. Donc voilà, je regrette pas d'en avoir parlé. J'ai été convoqué assez rapidement. Genre en quoi, 2 semaines ? Je crois que c'est sorti, la boîte, je l'ai faite en 21 septembre. En janvier, j'étais convoqué. D'accord. Alors tu bossais plus chez EDF depuis des années ? Ouais, j'étais en sans solde pour éducation d'un enfant de moins de 3 ans. Ah oui, sans solde. Donc t'étais quand même... tu pouvais revenir chez eux quand tu voulais ? Ouais. Mais j'aurais pu revenir. Ouais. Ok. Et j'avais encore le logement. Donc ils avaient encore... Ah oui, t'avais encore le logement. Donc ils avaient quand même un lien hiérarchique avec toi. Tu payes le logement, mais pas beaucoup. Mais ouais. Oui, il y avait un lien hiérarchique complètement. Donc j'y vais. Je me rappellerai toujours, c'était marrant. Les mecs avaient regardé toutes mes vidéos sur YouTube. Ils avaient tout trouvé. Avec des huissiers qui avaient pris les notes, les trucs et tout. Je dis un truc, j'ai aucune animosité contre EDF. Genre, je trouve que c'est une très belle boîte, qu'il y a des mecs très compétents dedans. Le service public, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, malgré qu'aujourd'hui j'ai mon entreprise. Je me sentais vraiment utile quand j'allais redémarrer le barrage la nuit et tout. Enfin, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et ils m'ont demandé, mais monsieur, vous avez miné du bitcoin dans votre cave ? Non. C'est l'Ethereum. Je l'ai pensé. Ouais. Je dis, ah oui, donc là, vous me regardez dans les yeux et vous me dites que vous n'avez jamais miné de bitcoin dans votre cave. Non. Je n'ai jamais miné de bitcoin. Ça, c'est sûr, oui. Ils n'avaient même pas compris la différence entre Ethereum et bitcoin. Ouais, je dis, mais qui vous l'a dit ? Il me dit, vous, dans les vidéos YouTube. Je dis, mais monsieur, dame, faut pas croire ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Je joue un peu au cours, tu vois, un peu provoque, tu vois. Le mec, il regarde avec un sourire, un peu, le mec, qui se fout de notre gueule, tu vois. Et ça continue dessus, en mode, donc là, vous nous affirmez. Je fais, oui, j'affirme. Et ça continue comme ça, ils essayent. Il me fait, oui, mais bon, ils comprennent qu'ils peuvent rien faire. Et je leur dis, il me dit, mais c'était quoi ? Je suis du storytelling. Il me fait, c'est quoi du storytelling ? Je suis gentil mensonge. Je dis, et dans ma tête, je suis là, non, j'ai miné de l'Ethereum. Et après, il me dit, bon, ok. Ensuite, il me dit, oui, mais bon, ok, admettons sur ça, pas bon. Il me dit, mais l'autre sujet, c'est que vous avez travaillé pendant un congé parental d'éducation d'un enfant de moins de 3 ans. Oui, ça, normalement, t'as pas le droit. Non. Ouais. Et je dis, ok, c'est quoi votre définition de travail ? Puis comment ça ? Je dis, c'est quoi, c'est être employé ? C'est quoi ? Il fait, oui, voilà. Je dis, j'ai jamais été employé. Ouais, c'est vrai, ça. T'es actionnaire. Alors il me dit, c'est pareil. Je dis, ah non. Je dis, donc, donnez-moi la définition, à partir de combien de pourcentage d'equity, donc d'actions, vous estimez dans votre loi à vous que je suis salarié de cette entreprise, parce que sinon je suis en concurrence déloyale. Moi j'ai des actions NJ aussi, vous savez, et Total. Bon bref, je fais le connard, quoi, un peu provoque. Je savais où je voulais aller. Et en fait, là où ils m'ont, entre guillemets, un peu eu, tu vois, parce qu'à un moment où là, je voulais pas jouer au con 10 ans, licenciez-moi, tu vois, je veux dire, c'est bon. C'est que ils m'ont dit, oui, mais vous avez dit qu'il y a d'autres collègues qui vous ont aidé. Ah, ça me fait déjà plus chier. Ouais, parce que c'est plus que toi. Ah, c'est pas moi. Ouais. Bon, je leur ai dit, ouais. Je me sens un peu comme le rat, tu vois, en mode qui pourrait laisser les autres crever, tu vois, mais non. Franchement, les mecs ont pas fait beaucoup de blé. Ils savaient même pas ce qu'ils faisaient. Ils m'ont juste laissé des watts. Et je leur ai dit, bon, je vous avoue tout.
Je dis, vous la foutez la paix. C'est le seul truc que je vous demande. Je dis, allez pas chercher ces mecs. Parce qu'ils ont pas fait des... Enfin, je dis, moi, j'ai fait plus que ce que j'aurais fait une carrière chez vous. Donc, Bam! ouais, j'aurais dû... Okay. Et donc, voilà, c'était un peu l'accord. Je dis, voilà, je vous le dis, licenciez-moi. Faites ce que vous avez à faire. Après, ils m'ont même appelé, ils m'ont dit, mais monsieur, vous venez pas au conseil de discipline. C'était, je crois, 21 ou 22, à mon conseil de discipline, que je suis pas allé. Ils m'ont dit, mais peut-être que on sait jamais. Tout. Je dis, non, moi, j'assiste pas à une pièce de théâtre où je connais la fin, ça m'intéresse pas. Je vais pas regarder Usual Suspect alors que je sais déjà qui est Kaiser Soze, quoi. Je veux dire, ça m'intéresse plus. Donc, voilà, j'ai mon licenciement qui arrive et qui est OK, qui est mérité. Qui est OK. Faites-moi un exemple, faites peur aux autres. T'as pas eu d'autres, ils ont pas demandé. Ils m'ont même demandé à un moment, ils m'ont dit oui, voilà, il faut vous poser des questions. Regrettez-vous ce que vous avez fait? C'était avant le conseil de discipline. Et là, je regarde le mec avec toute ma franchise quand à l'entretien, je fais là, c'est le moment où je suis censé dire oui, c'est ça. Hein. Du coup, t'as dit oui? Non. J'ai dit absolument pas. Le mec, il a rigolé. Et pour l'anecdote, parce que dans la vidéo de Benjamin Cohen, j'ai dit mec, j'ai encore gardé ma vieille bagnole, elle a 300 000 bornes, ma vieille Alfa Romeo et tout. Et à la fin de l'entretien, c'était un gros DRH. Je dis, mais vous avez vu toutes mes vidéos? Il me dit, ouais. Je dis, avouez, vous avez rigolé un peu. Et le mec, il se bidonne, il se déride complet. Tu vois qu'il est plus dans son personnage de gros RH. Et il me dit, ouais, quand même, t'as eu des couilles. Le mec, il dit, je peux te poser une question? Je fais, vas-y. T'es venu avec la Alpha? Je fais, ouais. Il fait, ouais, je peux venir la voir? Je fais, ouais, viens. Et on a parlé sur le parking pendant une demi-heure derrière et tout. Il a fait ce qu'il devait faire. Il a fait ce que j'aurais attendu d'un de mes gars qui ferait à quelqu'un. Donc, voilà, oui, c'est de la piraterie. Il y a des gens qui ont dit, oh, quel salaud, il s'est servi du tarif agent, blablabla. J'étais dos au mur. Je regrette pas. J'ai volé personne. J'ai tout donné à cette boîte. Je lui ai fait gagner des centaines de milliers d'euros. J'ai toujours été au maximum du maximum de ce que je pouvais faire. Tu vois, quand on dit toujours le bien dans le mal, le truc, ouais, certains vont dire que c'est mal, d'autres vont dire que c'est bien. Ça dépend de ton profil. Moi, je sais que voilà, il y avait une échappatoire de là, ça m'a changé de vie. J'ai une vie aujourd'hui que j'aurais même pas imaginé à l'époque, des hauts et des bas comme d'habitude. Et je pense que la résilience que j'ai eue, c'était une résilience parce que j'avais pas le choix. Et c'est tout. J'aurais pu faire d'autres choses, mais à ce moment-là, mec, t'es en mode survie, ton cerveau. Ils t'ont pas demandé de rembourser l'électricité Non, parce que c'était l'électricité pour me chauffer, j'ai jamais abusé. Ok. Puis c'est difficile de mesurer ça aussi. Ouais, tu peux pas. Tu peux pas. Tu peux pas. Donc il y a ça qui se passe et en même temps. Donc, en plus, tu peux même pas le prouver que j'ai miné. Ouais. Alors, vas-y, oui. Bon, tu t'es fait licencier. De toute façon, t'allais pas revenir dans cette boîte finalement. Non. Mais je leur avais dit. À un moment, mon ancienne chef, elle m'appelait souvent. Elle me dit oui, mais Florent, parce que tu sais, il faut renouveler, je crois, tous les 6 mois le congé parental d'éducation. Et je l'appelais. Je dis, je vais te dire un truc. Si tous les 6 mois, t'as la peur que je revienne, dis-toi bien un truc. Je ne reviendrai jamais. Je te le dis, je reviendrai jamais. Je préfère ouvrir un kebab que revenir employé. Je préfère être dans une roulotte à faire des crêpes pour moi que de nouveau être dirigé. J'ai dit, c'est pas pour moi. Ouais. Ça, c'est vraiment quelque chose de très courant chez les entrepreneurs. Et désolé pour les employés qui nous regardent, mais c'est la vérité. Quand tu demandes à 100 entrepreneurs qui ici serait prêt à redevenir employé, t'as 0 main qui se lève. Hein. Franchement, il y a peut-être des exceptions de temps en temps, mais c'est vraiment... En fait, même si des fois, tu travailles plus, tu gagnes moins. Hein, je veux dire, il y a des emplois qui sont pas mieux que pas mal de carrières d'entrepreneurs, mais c'est simplement le fait que tu es libre, beaucoup plus libre que quand tu es employé, que tu bosses pour toi. C'est une sensation incroyable, quoi. Après, ne jamais dire jamais. Combien de mecs ont dit jamais? Après, à 50 ans, ils sont directeurs généraux d'un gros groupe ou un truc, tu vois. Mais on n'est plus sur le même truc. Je pense qu'on n'est pas câblé pareil. Et comme tu dis, j'ai rien contre les salariés non plus. Je pense qu'il en faut, heureusement. Et qu'il faut être un peu taré pour être entrepreneur. Il faut être un peu, je sais pas, tu vois, on aime l'aventure, on aime le risque. Chacun avec son appétence au risque. Il y a un côté électron libre, pensée divergente, un peu, voilà. Donc... EDF, ils m'ont quand même payé un truc à l'époque, et c'est ça qui a fait un gros déclic dans ma tête aussi, parce qu'il faut leur laisser aussi ce qu'il faut rendre à César, ce qu'ils ont fait à César. J'avais passé 1 semaine au centre de réadaptation médicalisée de Mulhouse, le CRM, pour mes yeux. Donc j'ai fait plein de tests pour savoir si j'avais le droit de nouveau rouler en voiture, des tests neuropsychologiques, des tests de QI, des tests de neuropsychologue. 1 semaine, bardé, abusé, des tests dans tous les coins. J'ai appris plus sur moi-même en 1 semaine que dans toute une vie. Mémoire quasi photographique, léger trouble Asperger, enfin tu vois plein de trucs, tu vois que et à un moment elle avait fait un test de RIASEC, faites-le tous, RIASEC, c'était un test de domaine d'appétence, pas de compétence, d'appétence.
Et t'as social, artiste, t'as plein de trucs dedans et c'est noté jusqu'à 9. Et moi, j'avais 2 sur 9 en technique, 9 sur 9 en entrepreneuriat et 8 sur 9 en social. Alors là, je comprends pas. Je me dis, non, c'est pas possible. Je suis bon technicien. Elle me dit, oui, vous êtes bon technicien parce que vous aimez être bon. Mais vous aimez pas ça. C'est pas faux. C'est pas faux, mais je suis bon dedans. Et je dis, mais social, tu vois. Elle me dit, je vais vous dire un truc. C'est le neuropsychologue, merci à elle. Je vais pas le mettre dans votre rapport, donc vous le découvrez. Barrez-vous d'EDF. Ah oui, elle pensait que... Vous êtes le pire profil pour une entreprise. Je dis, pourquoi ? Elle m'a dit, vous savez ce que c'est l'entrepreneur social ? C'est le délégué syndical en puissance. Je dis, quoi ? Elle me dit, on parle pas du petit syndiqué. Un gros délégué syndical, c'est un entrepreneur qui s'est trompé de voie. Et qui a fait sa boîte dans la boîte. Et donc là, ça permet de faire la boucle entre employé syndiqué à CGT donc aujourd'hui entrepreneur dans le Bitcoin. Exact. Et en fait, elle dit, votre métrique de la réussite, c'est l'argent et la réussite sociale dans l'entrepreneuriat. On le voit dans vos tests. Elle dit, mais vous avez un fort aspect social. Elle dit, c'est assez rare comme profil. Elle dit, vous pourrez faire une entreprise qui fait n'importe quoi. Si pour vous, elle n'a pas un sens, elle n'a pas un but, vous serez malheureux. Donc barrez-vous et faites une boîte. Et elle avait raison. Et elle avait raison. Et ça a été le déclic pour me dire, à l'époque. Et donc voilà, donc tu te fais ensuite licencier donc par EDF, même si finalement ils ont juste acté quelque chose. Oui, ils ont juste acté déjà. quelque chose qui existait déjà. Et puis ils ont mis un peu les formes pour histoire de marquer le coup et de dire quand même c'est pas normal. Bon, ils ont eu raison. Voilà, c'était symbolique. Ils ont eu raison. Et du coup, toi, tu lances ta boîte de minage. Alors, comment tu achètes tes premières machines et tu les mets où ? Et comment tu choisis ce lieu ? Ouais, alors les lieux, je les connaissais déjà tous depuis des années. Je connais tout le monde. On connaît tout le monde sur le mining, Julien et moi. Parce que finalement, il y a des spots comme ça dans le monde où l'électricité est moins chère, en fait. Oui. Voilà. Et à ce moment-là, c'était assez facile. Il n'y avait pas encore l'intelligence artificielle qui venait à fond et tout. C'était assez simple de trouver des watts au début, des mégawatts. Alors, parce qu'aujourd'hui, il y a une compétition pour les watts entre les data centers avec IA et les bitcoins. Bon, on en parlera peut-être après, mais ok. Et donc, quels sont les usual suspects des lieux dans le monde c'était l'Islande. Il n'y avait que l'Islande ? Non, pour moi, qui était logique d'y aller le plus rapidement possible, développable rapidement. Parce qu'il y a aussi le Kazakhstan qui est connu. Ouais, mais le Kazakhstan, à ce moment-là, n'était pas encore régulé sur le mining, c'était assez chaud d'y aller. Ça est régulé seulement depuis 1 an, et ça a été l'enfer en plus pour nous, parce qu'on y allait, on a fait une régulation qui a duré 6 mois à la place de 3 semaines, parce qu'ils ont un peu appris avec nous. Il y a le Bhutan. Bhutan, mais c'est pour eux-mêmes, en self-mining, ce que devrait faire la France d'ailleurs. Parce qu'en plus, ils utilisent de l'énergie hydroélectrique. Oui, la France a plein d'énergie qui sert. Il y a un vrai sujet en ce moment. Ouais, un surplus. Ce serait mon rêve d'aider EDF à faire ça. T'imagines ? Oui. T'imagines le mec licencié parce qu'il a miné dans son garage qui va aider à EDF à refaire des milliards avec ça ? Ça ferait un beau film ou un beau docu Netflix. Je pourrais mourir tranquille. Non mais vraiment. Le message est lancé. En plus, tu as toutes les compétences et les connaissances pour ça. On va se battre pour ça. Ouais, non, vraiment, il y a aussi les relations dans EDF pour le faire. Même si, bon, du coup, tu es un peu blacklisté, j'imagine. Oui et non, je pense qu'à un moment, tu vois, il y a des logiques économiques à avoir. Je pense que l'objectif, en tout cas, de notre boîte, je te réponds juste à ça, après je reviens sur EDF. On a lancé dans un endroit où on savait qu'on pouvait scaler rapidement. On connaissait les process, on connaissait le pays, on connaissait tout. Et j'ai contacté l'endroit et j'ai contacté les fournisseurs en leur disant « Aujourd'hui, je suis plus personne, j'ai plus le même pouvoir d'achat qu'avant, mais je vais scaler, on va grossir à une vitesse dingue, faites-nous confiance, maintenez-nous les prix qu'on avait déjà. » Et ils ont eu raison de nous faire confiance. Parce que moi, j'avais déjà tout un réseau qui était activé. Et qui était activable. Donc on a très vite grossi. On a fait plusieurs millions en quelques mois. Donc très vite grossi en chiffre d'affaires, en installation. En fait... Parce que le business model, dès le départ, c'était... on héberge Voilà. C'est en gros, moi, je veux miner du Bitcoin, mais bon, je ne vais pas mettre ça chez moi, je ne sais pas faire, voilà. C'est un métier maintenant, parce que c'est vraiment professionnalisé. Du coup, si tu fais ça en amateur, tu vas te battre avec des milliers de professionnels dans le monde. Donc, c'est comme si tu essayais de faire de la Formule 1 avec un kart, quoi. Exact. Et donc là, du coup, j'achète une machine chez toi, mais tu t'occupes de tout. C'est-à-dire qu'elle est hébergée dans ton lieu, tu t'occupes de la maintenance, et tout ça. Ouais. Exactement. Et on prend un pourcentage sur les performances. Si tu ne gagnes pas d'argent, on n'en gagne pas. On a un business model qui a changé récemment. Il faut quand même que le client paye achète la machine. Ah oui, mais il y a un business model. Il y a des gens qui vont marger très fortement sur la machine et prendre plutôt du client retail à 1000, 2000, 3000 balles.
Nous, on a plutôt un business model où on préfère avoir des clients à 100 000, 50 000, 200 000. Soit ils rentrent en equity avec nous, donc en action sur les murs, soit même sur les murs, parce que vous achetez le lieu. Là, on est en train d'acheter un terrain aux États-Unis. Ouais. Le terrain avec le transformer, avec tout l'endroit. Ça, tu l'avais pas fait en Islande, par Non, contre. on l'avait pas fait, on pouvait pas. Au début, t'es trop petit, il faut être obligé de monter une valo de boîte pour y aller. Tu mets un peu ton orteil dans l'eau pour voir ce que ça donne aussi. Oui, Donc, tu vas pas commencer à acheter. Moi, je connais déjà bien quand même. Mais peut-être pas câblé pour aller sur. Peut-être pas câblé il y a 2 ans encore pour aller chercher des obligations, chercher des investisseurs et tout. Donc là, on a un business model où on marche très peu à l'entrée et en fait, on fait du volume parce qu'on part du principe que si nos clients ils font beaucoup d'argent, ils vont ramener d'autres clients qui font beaucoup d'argent. Donc plutôt un business de volume. On va vendre des gros tickets et on va s'occuper de toute leur machine de A à Z, effectivement. Et nous, on prend 10% de la performance. Ça baisse en fonction de la quantité qu'ils ont chez nous. Et de temps en temps, on fait des sortes de club deal où tu peux rentrer sur des endroits, des tarifs préférentiels et tu deviens actionnaire avec nous. C'est quelque chose qu'on va développer à partir de cette année sur les États-Unis. Alors, mais revenons à l'Islande. Ouais. Pourquoi l'Islande à ce moment-là, c'était vraiment le meilleur rapport qualité-prix? Ouais, franchement. En fait, il n'y a pas que le qualité-prix sur les lacs, il faut faire gaffe. Ouais. T'as le prix de l'électricité. Le mec qui te parle que de l'électricité, c'est qu'il a que l'électricité. D'accord. Il y a l'électricité. Il y a la géopolitique du pays, il y a la sécurité de l'endroit, il y a la météo de l'endroit, il y a la connexion Internet de l'endroit. Si tu es au milieu en Afrique et tu as tout le temps des orages ou que le barrage il s'éteint ou ton uptime, en gros ton taux de disponibilité de ta machine il est pas bon, tu as beau avoir de l'élec pas cher, c'est emmerdant. Donc il y a plein de petits critères comme ça. Tu vas avoir le critère de la transparence. Tu as des mecs, tu vas miner du Bitcoin chez eux. T'as pas accès à la blockchain, t'as pas accès à la pool de minage directement sur la blockchain. Tu sais même pas si tu as des vraies machines derrière. Hein. Ouais. Tu sais pas si t'es dans un Ponzi, tu sais pas si le mec il est en train de faire de la finance décentralisée avec ton argent et que t'as pas de machine qui tourne derrière. Tu sais pas, enfin il y a limite écrit Trust me bro, don't verify. Oui, donc qui est l'inverse de ce qu'on dit dans le Bitcoin. Don't trust, verify. Voilà, c'est don't trust, verify. Donc ne fais pas confiance mais vérifie. Ouais. Et là c'est vrai que c'est l'avantage de la blockchain, c'est transparent. Donc normalement une entreprise peut être transparente et tu peux dire regardez les opérations de mining c'est ça. Exactement. Et tu peux tout vérifier en fait. Et un disjoncteur qui tombe un dimanche à 1h du matin, ça arrive. Tu vois ce que je veux dire quand tu vois que ta machine elle est tout le temps comme ça pendant 2 ans. Ouais. Il faut nous on a fait, c'est simple, quand on a bâti Blob comme on aurait aimé nous faire de l'hébergement dans une société. On a créé la boîte qu'on aurait voulu rencontrer. Ce qui est à nouveau une excellente démarche d'entrepreneur. Oui, partez de votre frustration et puis vous créez la solution comme vous aimeriez l'avoir. Et donc oui, vas-y. Et là je suis d'accord et pas d'accord. Okay. Parce que le marché s'en fout de la transparence. C'est un truc de malade. Ah bah moi j'en fous pas. Toi, parce que t'es trop initié, t'es trop insider. Oui, donc, mais la plupart de vos clients ne sont pas assez bons en technique pour comprendre l'importance. Les nôtres, si. Ok. Les nôtres, si. La plupart, en tout cas. Bon, non, même pas. Il y a des mecs qui connaissent rien du tout. Mais il y a beaucoup de prospects ou de clients qu'on a perdus, qui sont allés dans des solutions où on sait, nous, que c'est des arnaques, et qui vont le découvrir un jour ou l'autre. C'est le marché finira par corriger tout ça. Hein. Exactement. Mais c'est quand même frustrant. Ça va revenir vers toi à un moment. C'est oui, sur le long terme, les décisions de transparence ont toujours été gagnantes. C'est juste que par contre, ça te fait quand même beaucoup de services clients. Ça te fait beaucoup de. C'est pour ça qu'on met un ticket d'entrée minimum. Quel est le ticket d'entrée? Là, on était à 10 000, mais on va remonter à 20 ou 50. Et un jour, peut-être qu'on ira plutôt à 100. Parce que nous, tu peux pas aller sur le site web et faire 3 clics, acheter une machine. Tu es obligé de prendre un rendez-vous avec moi ou un de mes commerciaux. Pourquoi ça? Pour 2 raisons. La première, c'est que c'est pas fait pour tout le monde. T'as des mecs, c'est des rêveurs, ils veulent mettre 10 000 balles, ils pensent qu'ils vont avoir une Lamborghini demain. Non, mais c'est vrai. Pour établir la meilleure stratégie possible en fonction de sa vision. Pour être sûr aussi que je dorme bien tranquille la nuit parce que le mec a bien compris dans quoi il est rentré, qu'il y a un halving, qu'il y a une difficulté de minage, que c'est pas. Parce qu'en fait, si tu vas sur un site web et tu vois ce qui est. Je pourrais le mettre aujourd'hui, certains le font, ils ont raison. 55% de rendement annuel. Je clique, j'achète 55 annuels. Demain, le Bitcoin tombe à 50 000. C'est quoi ce bordel? Quelle boîte de merde. Tu vois ce que je veux dire? Donc non. C'est pas fait pour tout le monde. C'est fait pour des investisseurs, des gens qui ont envie, qui croient au Bitcoin. C'est quelque chose de très rentable, mais il y a des risques en face. Et les gens doivent comprendre ces risques. Et pour moi, ça fait besoin... Pour moi, moralement, il y a ce devoir de conseil. Même si t'as pas donné du conseil d'investissement, mais en tout cas, de donner toutes les armes nécessaires à la compréhension de cet achat. C'est très rentable, mais parce qu'il y a des risques en face. Tu peux pas faire des rendements comme ça s'il n'y a pas de risque. Il y a un risque, c'est que le Bitcoin il tombe longtemps. Ouais. Après, bon. Oui. Voilà. Mais bon. J'ai le droit d'avoir mes convictions, mais j'ai pas le droit de dire au client, moi je suis convaincu, t'inquiète frère, achète. Oui, tout à fait. Non, tu vois, à un moment. La personne fait son propre analyse. Exactement. Et toi, t'es toujours clean.
Quelqu'un qui veut rentrer dans un altcoin exotique, on le propose aussi. Tu vois, tu peux aller miner du Dogecoin, du Kaspa, ce que tu veux. J'alerte sur les risques. D'ailleurs, Dogecoin qui est une vraie niche. Parce que donc, oui, ces ASIC finalement peuvent aussi fonctionner pour toutes les cryptos qui utilisent le même proof of work que Bitcoin. Ce qui est le cas de Doge, parce que c'est un fork, non? Non, en fin de compte, ça sert à rien de miner. Ok. Les puces ASIC, par rapport à des puces GPU ou CPU, carte graphique et CPU, ouais, à l'échelle de la gravure, c'est fait pour faire un seul algorithme. Mais il y a des cryptos qui utilisent le même algorithme que le Bitcoin. Oui, mais ça sert à rien de les miner parce qu'elles sont moins rentables. Ouais, ok. Ça sert à rien. Dogecoin utilise l'algorithme Scripps. Là où mais comme Litecoin. Ouais, bah c'est sur Litecoin. D'accord. En fait, quand tu mines du Litecoin, tu reçois du Dogecoin. Mais in fine, 95% de ta renta vient de Dogecoin. D'accord. C'est exactement ça. Donc Bitcoin, c'est SHA-256 et Dogecoin, c'est Scripps. Donc il faut des machines différentes. Ouais. Exactement. Donc tu as des machines qui sont dédiées à Dogecoin. On va dire, oui, miner du Dogecoin. Ouais, mais c'est pas si con, parce que le rendement est assez haut sur Dogecoin. Et je te donne une strat perso. Ouais, mais là, vous êtes en train de miner des badges de scout. Hein. Je veux dire, exactement, tu es en train de miner une tête de chien. Ouais, et c'est exactement ce qui fait qu'il y a certaines niches qui sont rentables. Pourquoi ? Parce que le mec qui veut faire du mining, en général, c'est un investisseur très sérieux. Et il n'a pas envie de miner une tête de chien. Et le mec qui veut faire de la tête de chien, t'as eu la même réaction. Magnifique. Magnifique, parce que j'adore cette réaction. Tu vas voir pour le bout du raisonnement de Tariq. Ça apporte pas de valeur vraiment. On est d'accord. Tu vois, donc, on est alors complètement Bitcoin, d'accord. Là, il y a une vraie proposition de valeur. Ethereum aussi. Hein. On est complètement d'accord. Dogecoin, ça sert absolument à rien. Ouais. Je parle juste mathématiques là. Donc tout le monde. Et moi, je réagissais comme toi. Et c'est vrai. Je suis non, miner du Dogecoin, laisse tomber. Et de l'autre côté, tous les mecs qui veulent faire de la tête de chien, ils n'ont pas envie de faire du mining. Eux, ils ont envie de faire des x200 sur d'autres meme coins. Et le Dogecoin ne fera plus des x200. Il a 33 milliards de capitalisation, il est là, il bouge à peine le truc. Et du coup, tu as une difficulté de minage qui est très faible, qui monte très faiblement, parce que pas grand monde veut le miner, et il n'y a pas de halving. Et du coup, moi, une de mes strates de diversification... Donc, il y a un nombre illimité de Dogecoin ? Non, ouais, c'est limité. Ouais. C'est limité. Ouais, c'est limité. En plus, ouais. Bah, du coup, moi, ce que je fais, c'est que une partie de mes machines mine du Dogecoin et tous les mois, je swap, je transforme en Bitcoin. Okay. Ouais. Je viens chercher l'inflation de Bitcoin. Comme ça ouais. Je viens chercher l'inflation de Dogecoin. Je fais une pression vendeuse sur Dogecoin et je mets une pression acheteuse sur Bitcoin. Tout le monde ferait ça, on tuerait Dogecoin. Parce que là, l'inflation, c'est quoi, 3-4% par an sur du Dogecoin ? Je sais plus, franchement, je sais plus. L'inflation, là, on parle en termes de monnaie créée. De monnaie créée. Bitcoin, on doit être à 1,5, je crois, avec le nouveau halving. Et Ethereum, ça tombe à moins de 1% en général. Mais ok. Donc voilà, c'est une strat parmi d'autres. Il y en a plein, adapté à chaque profil. Quelqu'un qui veut chercher plus de risques, on peut y aller. Quelqu'un qui cherche moins de risques, on reste sur Bitcoin. Et voilà, on a créé... et pourquoi je dis que c'est une erreur parfois ? C'est qu'avec des tickets à 10 000, au début en tout cas, parfois les gens ils sont pas... quand tu donnes trop de transparence, ça te fait beaucoup de service client. Tu as un disjoncteur qui tombe dimanche à 1h du matin, tu vas avoir 8 ou 15 clients ou 20 clients qui vont t'écrire dans ton WhatsApp ou dans ton mail « Pourquoi ma machine est éteinte ? Merci de la redémarrer. » Oui, demain matin à 8h quand le mec arrive. Il n'y a pas d'astreinte le dimanche. Pas sur tous les sites en tout cas. Mais en tout cas pas pour 3 machines. Ou une machine. Donc quand tu donnes de la transparence, c'est bien, mais les gens en demandent toujours plus et ça te fait beaucoup de SAV. Je regrette pas, parce que pour moi, j'ai vu l'envers du décor de là où on a déjà pu travailler ou avec des gens qu'on a pu travailler. J'ai dit, comment on fait pour être sûr que les gens ne reprochent jamais potentiellement ça ? Il faut donner la transparence totale. Numéro de série des machines, tracking. Donc tu peux tout traquer. Et on-chain. Et tu es payant avec les Bitcoin générés directement. Et alors, c'est ça qui est beau. C'est tes machines à toi. Nous, on est une solution de vente de hardware et d'hébergement de hardware. On n'est pas une société d'investissement. C'est tes machines. On va mettre ton wallet public dedans, donc ton IBAN crypto, et elles vont produire directement. Dans ton portefeuille, ça passera jamais chez nous. Tu prends quand même ton pourcentage de... Et c'est là où on a inventé un truc qui était... Donc, ça passe quand même par une adresse intermédiaire. J'imagine qu'après, va redistribuer, non ? Non. Julien a créé un système, une API, donc un logiciel qui se met entre la machine et la pool de minage. Donc Julien, c'est mon associé, qui va splitter, donc diviser le hash rate et les récompenses dans 2 wallets en même temps. Entre les 2 adresses. Donc vous prenez quoi ? C'est 10% ? 10% du rendement net après électricité. Donc on calcule déjà combien va te coûter ton élec aussi. 10% de la puissance nette, on va dire, va après sur notre adresse. Ouais. Et 90% à notre adresse. Ok, en plus c'est génial. Donc du coup, et l'élec aussi, donc ça fait du rendement passif complet. Et comme il n'y a pas de conversion en fiat, il n'y a pas d'élément déclencheur de l'impôt sur le gain de capitaux là. Normalement, si. Ah oui. Si, c'est une session. Ah oui, d'accord. T'as payé ton élec. Et bon, t'as payé ton élec et t'as payé nos frais avec tes BTC. C'est facile à résoudre. Il suffit d'aller à Dubaï. Mais non, on fait des rapports. Il n'y a pas d'impôt sur le gain de capitaux. Non, on donne un rapport à la fin du mois tout le temps qui explique ce qui s'est passé. Mais du coup, tu dois quand même payer l'impôt ou pas ? Oui.
Ouais, mais c'est ça, quand tu te barres à Dubaï, il n'y a pas d'impôt sur le oui, capital ici, tu vois ce que je veux dire. Non, sur le minage, bien sûr que tu dois payer l'impôt. Tu augmentes de 30% ta rentable. L'événement générateur d'imposition est quand tu reçois tes bitcoins de la pool, donc quand tu as été payé. Nous, on le déclenche une fois par mois pour simplifier la comptabilité des gens. Ça leur fait 12 rapports à l'année, la contre-valeur, c'est ça. Mais admettons, tu as miné, je sais pas, tu as acheté pour 100 000 balles de machine et tu as miné, je sais pas, 55 000, ok ? Et que ces 55 000 sont devenus 110. Okay, parce que Bitcoin a fait x2 avant le 31-12. La partie de 55 000 à 110, c'est de la plus-value latente non réalisée. Donc tu ne vas pas être imposé dessus, tant que tu n'as pas réalisé ta plus-value, avec ton entreprise ou toi en perso. Par contre, les 55 000 que tu as minés, ça c'est de l'argent que tu as eu. Donc ça c'est imposable. Mais en face, tu viens mettre l'amortissement des machines, 33 000 balles par an, parce que ça s'amortit sur 3 ans, plus l'électricité que tu as payée, qui est peut-être de... si tu as mis 55 000, tu as peut-être 40 000 balles d'élec. Plus nos frais. Ouais. Tu viens faire du déficit. Ouais. Oui, donc là, tu peux déduire ces charges. Ouais. Ok, intéressant. Donc voilà, pour ceux qui sont dans un enfer fiscal, il y a des moyens d'optimiser légalement. C'est très bien. On précise. On a des avocats fiscalistes qui travaillent avec nous, qui ont fait des montages incroyables pour nos clients. Typiquement des mecs qui vendent des immeubles en SCI à l'impôt sur les sociétés, réintégration des amortissements. Sous la holding, tu refais une boîte de mining, tu investis, tu viens tuer ton bénéfice imposable de l'autre côté. Et voilà, la taxe Zuxman, on va en parler. Et donc, pourquoi tu as quitté l'Islande finalement ? Ils ont fait une loi rétroactive pour mettre 24% de TVA sur le minage de Bitcoin. Le minage de Bitcoin n'était pas régulé en Islande et il y a eu une pression du lobbying intelligence artificielle d'Islandais qui voulaient récupérer ces watts rapidement parce qu'il y a une course aux watts. Ils se sont dit, là, il y a des watts de dispo. Et les mecs font du minage de Bitcoin. Il faut savoir que l'Islande, c'est ultra gauche quand même. Donc minage de Bitcoin, même si on le fait sur la géothermie, pour eux, c'est beau. Le Bitcoin, c'est pas beau. Quoi. Alors parce que qu'est-ce qui rendait l'Islande intéressant ? Il n'y avait pas de TVA, mais aussi donc c'était énergie géothermique. Donc ça vient de l'énergie volcanique. Puis j'imagine que comme il fait froid, tu refroidis très bien. Tu refroidis facilement. Les machines sont comme neuves 2 ans après. Quoi. À la limite, tu ouvres la porte. Bon, j'exagère, mais ça refroidit la salle. Quoi. Ouais. Et voilà, ils ont mis 24% de taxes sur l'importation des machines. 24%. De combien d'années ? De 3. 3 ans, mais ils n'ont pas le droit de faire ça. Non. On a fait appel. Vous avez fait appel. On parle de quelle somme ? C'est 1 million. 1 million d'euros qu'ils te réclament. Quand je te dis que je suis habitué à tout perdre. Non, mais ça, c'est clairement. L'Islande, c'est quand même un état de droit. Clairement, ça peut pas passer. Non, je pense pas que ça passera. Je pense pas que ça passera. Un conseil constitutionnel, oui, comme ça. Oui, même nos avocats, ils ont dit que ça passera pas. Ils avaient encore 600 000 balles à nous. Qui étaient bloqués sur de l'importation qu'on avait fait, plus toute l'électricité des clients qui a été payée. T'as pas les récupérer, les 600 000 ? Eh écoute, j'ai eu un virement de 110 000 il y a 2 jours, je sais pas, de l'État islandais. Ils m'ont même pas dit pourquoi, donc peut-être j'ai déjà gagné, je sais pas, et ça va arriver. Donc à ce moment-là, je parle un peu dans une période de flou là, j'ai laissé ça aux avocats. Les clients, nous, ils étaient à prix d'électricité quasiment coûtant là-bas. On va pas leur dire, et au fait, rétroactivement, vous nous devez 24% de TVA. Nous, les machines appartiennent aux clients. À ce moment-là, on avait plutôt bien joué. Avant que cette loi sorte, on avait proposé à nos clients de dire, on a ouvert un nouveau site au Kazakhstan. L'électricité est 2 centimes moins chère. Est-ce que ça vous intéresse de partir ? Et 99 ou 98% des clients ont dit oui. Pourquoi c'est intéressant ? Le Kazakhstan, ils ont beaucoup d'énergie hydroélectrique ? Non, ils ont un gros mix énergétique, il y a aussi du charbon, il y a un peu de tout, il y a de l'énergie hydroélectrique. Ils avaient ouvert, en fait, parce qu'ils avaient des watts en trop. À l'époque, ils avaient banni le minage, et du coup, il y avait plein de mégawatts qui tournaient plus. Ils ont perdu des milliards, et d'un coup, ils ont réouvert parce qu'ils ont une stratégie maintenant de faire des Bitcoin Valley, vraiment une ville Bitcoin, et d'aller full sur le Bitcoin, et ils ont compris qu'il fallait du Bitcoin. Et c'est le pays qui a le plus régulé, d'ailleurs, au monde, le minage. Tu es obligé de miner avec la pool du pays. Ils savent comme ça l'impôt. Donc c'est bien cette régulation ou pas ? Tu vois, mon côté ultra-libéral et en même temps communiste en même temps. C'est quand même rare le mix d'ailleurs. Ouais, c'est toujours un combat mental ça. Mon père était délégué syndical CGT aussi, pour expliquer le truc. Donc déjà, j'ai grandi dans l'ultra-gauche. D'un côté, oui et non. Moi, je trouve ça normal qu'ils le font. C'est pas bien pour Bitcoin, mais... Après, il y a régulé. Tu peux avoir des régulations. Non, je trouve que la régulation, elle est intelligente en vrai. Okay. Elle est un peu chiante, mais elle est intelligente. Ça veut dire qu'ils prennent un pourcentage à l'importation, qui est 12% du prix des machines. Ils prennent un tout petit pourcentage sur le kilowattheure, mais qui n'est pas confiscatoire. En fait, le problème de l'impôt, c'est ça. Après, payer de l'impôt, c'est OK. Je suis d'accord.
Tu vois, moi, je suis content Oh, qu'il y ait des policiers, qu'il y a des hôpitaux, qu'il y a des trucs. C'est juste qu'en France, tu payes l'abonnement à la salle de sport la plus chère de Dubaï et t'as un basic fit avec 3 haltères dans un jardin, tu vois. Je veux dire, Le rapport qualité-prix est mauvais. exactement, le rapport qualité-prix est pas bon. Sinon, Tu voilà. te rends compte quand tu vas ailleurs, notamment à Dubaï, où au contraire, le rapport qualité-prix est démentiel. Exact. Ouais. Donc, à ce moment-là, ouais, et ils prennent encore sur la poule de minage. Donc, tu es obligé de miner dans une poule agréée par le pays. Donc, ils prennent un peu aux 3 endroits, mais ça leur permet de contrôler quelle machine est rentrée. Si tu consommes bien ce que tu avais annoncé, et si tu as bien les bons TRH en face, donc la puissance des machines qui est délivrée. Donc, il n'y a pas un endroit où tu peux mentir. Et malgré ça, ça reste rentable. Oui. Oui, oui. Et tu pars quand même aux États-Unis, là. Ouais. Ouais. Parce que du coup, il y a trop de monde qui allait au Kazakhstan, ça a fait monter les prix de l'électricité. Et États-Unis aujourd'hui, depuis Trump et depuis le 1er janvier 2025, ouais, Texas, même partout, il y a plein de lois qui sont sorties pro-mining. Clairement, ils sont en train de nous dire, ils ont clairement fait un gros. Là, il y a une vraie compétition avec l'IA parce qu'on voit par exemple Richard de la chaîne Grand Angle que j'aime bien. C'est avec son projet Data Factory, là, c'est un truc d'IA au Texas. Exact. Donc on voit vraiment que là, il y a la grosse compète parce que l'IA a besoin d'énormément d'énergie. Donc voilà. Bon, on va pas rentrer nous, clairement, on rentre sur un modèle comme Data Factory. Ou c'est mix. C'est Bitcoin et IA, c'est ça? On va le faire tôt ou tard, ouais, c'est sûr. Non, mais même les machines Bitcoin, elles ne servent à rien pour l'IA. Non, mais elles te sécurisent ton investissement et tes obligations, parce qu'en fait, l'IA, il faut un client en face. Bitcoin, tu mines, ton client, c'est la blockchain, tu es payé. Ça va rentrer, en fait. Ouais, tu n'as pas besoin d'intermédiaire, ouais. Exactement. Non, mais clairement, nous, on va construire nos propres data centers, acheter nos terrains. C'est un monopoly de l'énergie qui va se jouer, en fait. C'est pas un monopoly du Bitcoin, c'est un monopoly de l'énergie. Qui va posséder les terrains, qui va posséder l'énergie? C'est ça le goal ultime. Et moi, mon objectif, c'est de redevenir producteur d'énergie. C'est la boucle sera bouclée. J'étais technicien dans le barrage. Et quand... pour l'anecdote, elle m'avait dit, la neuropsychologue, là, elle me dit, c'est quel job que tu aurais aimé faire là, à EDF? Si vraiment on te le donne et tout, je dis... moi je vais être le chef du barrage. Elle me dit non, t'as pas envie d'être le directeur du barrage, t'as envie d'avoir ton barrage. Elle est là la nuance, Florent. Et elle me faisait vraiment comprendre le truc d'entrepreneur. Elle me disait, dans ce que tu me dis, tu vois, quand je te demande de détailler le poste, non, tu veux pas les managers au-dessus de toi d'EDF et N plus 2, plus 3, plus 4, plus 5. Tu veux ton barrage avec tes gars. Tu seras jamais heureux dans cette boîte. Elle avait raison. Alors, on s'achemine vers la fin de cette interview. On a vu vraiment pas mal de choses intéressantes. Donc, parlons un peu de l'avenir du Bitcoin. Ouais. Déjà, est-ce que tu crois au Bitcoin à $1 million un jour? Oui. J'allais dire, j'en suis sûr. J'ai dit non, il n'y a pas de certitude. Oui. Ok. Oui. Tu as une idée à peu près de la timeline 5 à 8 ans. Donc, d'ici 2030 à 2033. Ok. Fin 2030, fin 2033. Ok. Et un Bitcoin à 10 millions? Oui. Quelle timeline? J'ai plus la timeline en tête. J'avais vu une conférence en live à Bitcoin Amsterdam. Non, Bitcoin Prague. De Michael Saylor? De Michael Saylor. Ouais. Il disait dans 21 ans. Ouais, en 2045. Oui, mais alors lui, c'était 21 ans parce que 21 millions. 21 millions. Il est un peu fétichiste du 21, bon, c'est normal. Exactement. Mais j'aimais bien la façon de penser où il montrait combien pouvait prendre Bitcoin. Donc 2045, 46, quoi. Ouais. Alors, après qu'il y aille pas, franchement, je m'en fous. Oui. Du coup, pour les gens qui connaissent pas trop tout ça, ils peuvent se dire c'est délirant. Quel est le scénario? Moi, je suis assez d'accord. Moi, je sais que le Bitcoin... Enfin, je sais. Je pense que le Bitcoin va arriver à 1 million. T'achèteras ta baguette de pain 100 €, quoi. C'est ça le problème. Voilà, peut-être. Alors, il y a effectivement un effet inflation qui est clair. Bon, parce que quand tu vois l'état économique de la plupart des pays développés, c'est une catastrophe. J'en parle à fond dans mon livre. Mais donc, donc on a parlé d'un des mécanismes qui permettrait au Bitcoin d'atteindre 1 million. C'est fait qu'effectivement, ça sera 1 million, mais ce million vaudra beaucoup moins qu'aujourd'hui, ou moins qu'aujourd'hui en tous les cas. Parce que une des manières pour les États de se sortir de leur surendettement massif dans la plupart des cas, y compris les États-Unis, c'est une cata, la France encore pire, enfin bref, et c'est de créer de l'argent vraiment de manière massive. Quels sont les autres mécanismes qui vont expliquer un Bitcoin à 1 million? Qu'est-ce que tu vois, toi? La faillite, c'est la perte des autres monnaies, déjà, de 1. Ok. Des autres cryptos, des autres monnaies fiat? Non, des autres monnaies fiat. Oui, parce qu'il n'y a pas que le dollar, il n'y a pas que l'euro, effectivement. Je pense que la chute des monnaies fiat, l'inflation. Alors ça veut dire, si les monnaies fiat chutent, ça veut dire que tu penses que le Bitcoin va remplacer une partie de ces monnaies fiat comme monnaie? Dans certains pays, ouais. Déjà, ça permet de bancariser les gens, de 1. Donc les gens qui n'ont pas accès au système bancaire. Stablecoins aussi. C'est vrai. Et là, le problème du Bitcoin, quand même, tant qu'il n'a pas atteint son plafond d'adoption, il est extrêmement volatile.
Et comme pour eux, c'est OK pour une réserve de valeur sur le long terme, mais pour l'utilisation au quotidien comme argent, c'est quand même moyen. On est d'accord. Ouais. Bitcoin, pour moi, c'est une vraie réserve de valeur parce qu'en fait, ton stablecoin, il va toujours être adossé à quoi ? Une monnaie fiat. Oui, mais il est peg. En phase de transition. Ça, on est d'accord. Pour les transitions pour le mois, je suis d'accord. Il y aura encore plein de monnaies fiat. Mais il y en aura toujours. Oui. Je pense pas qu'elles vont disparaître. Exactement. Je pense pas du tout que Bitcoin va remplacer toutes les monnaies fiat. J'y crois pas une seconde. Mais donc, c'est pour ça. Quand tu dis que les monnaies fiat s'écroulent, ça crée pas forcément de la valeur pour le Bitcoin. Alors, ça en crée. Quand je dis qu'elles s'écroulent, c'est pas qu'elles n'existent plus. Je dis juste qu'elles chutent. Ils arrêtent pas d'imprimer. Oui, donc c'est sûr qu'il y a une partie qui va toujours dans le Bitcoin parce que quand on crée de l'argent, ça crée de l'argent en trop pour notamment les premières personnes qui le reçoivent. Ouais. Et que du coup, cet argent va en partie dans des réserves de valeur. Même si aujourd'hui, c'est considéré risqué comme le Bitcoin, c'est quand même de plus en plus considéré comme l'équivalent de l'or, mais au format numérique. Moi, j'aime bien raisonner comme un extraterrestre dans tout ce que je fais. Si un extraterrestre arrive... Exactement. Un extraterrestre arrive avec $1 million à placer, parce que c'est à coup il veut faire sa vie sur Terre. Est-ce que tu lui conseillerais... Tu vois, certains mecs disent ouais, je suis diversifié, j'ai plusieurs actions du CAC 40. Ouais, c'est clair. Tu vois ce que je veux dire ? Là, ça, c'est un angle mort classique. Parce que tu es dans ton pays, voilà. tu es à 60 millions d'habitants sur je ne sais combien de milliards sur la planète, ça n'arrête pas de monter. Ouais. Je sais pas beaucoup où on est, mais bref. C'est la logique de Monopoly. Exactement. Et même des conseils financiers vont te dire faut pas mettre tous ces dans le même panier, sauf qu'ils ont cet angle mort parce que ce sont des Monopoly, ils ont tout dans le même pays, la même zone légale, la même zone monétaire, ce qui évidemment est une connerie. Une connerie monstre, parce que du coup, tu as quand même tous tes œufs dans le même panier en fait. Ouais. Surtout que tu vois bien que la France en ce moment c'est la cata et que de plus en plus, tu vois bien que le gouvernement est de plus en plus désespéré et je scoop, désolé, mais ça va être de pire en pire. Parce que pour l'instant, on voit bien que les politiciens n'ont pas le bon logiciel. Ils utilisent un logiciel dépassé pour essayer de résoudre un problème moderne, ça le fait pas. Il y a très peu de politiciens en France qui ont compris ce qui se passait vraiment, à savoir la disruption de l'État-nation profondément et le fait qu'aujourd'hui on est dans un monde mondialisé où le logiciel de l'État-nation industriel il marche plus parce que ni les capitaux, ni les gens, ni les entreprises sont enfermés dans l'enclos des frontières nationales. C'est mort tout ça. Donc tu veux mettre la taxe Zuckman, tout le monde les riches vont se barrer. T'as la libre circulation des capitaux, les mecs partent. Tout le monde va se barrer. Et tu veux mettre des exit tax machin, t'es dans l'UE déjà, tu peux pas le mettre dans l'UE. Enfin bref, il y a tellement de manière de contourner ça que vous inquiétez pas. Et c'est à mettre en place. Et les gens ont largement, ces gens qui seraient concernés ont largement les moyens de se payer les personnes compétentes pour ça. Donc bref. En tout cas, voilà. Ouais. Imagine t'es un extraterrestre, t'arrives. Ouais. Et t'as le choix, tu te dis ok, il y a plusieurs monnaies sur cette planète qui me permettent d'échanger de la valeur. Et tous, ils ont une imprimante infinie. Bah oui. Et là, il y a un truc, c'est les chaises musicales. Il y a une chaise pour 370 personnes, ça s'appelle le Bitcoin. Et c'est utilisé dans tous les pays. 370 personnes ? Parce que si tu fais le ratio du nombre de bitcoins par rapport de la population mondiale, en gros, il y a un bitcoin pour 370 personnes. Ouais, donc on pourrait dire il y a un 300. Alors quand même, il faut préciser, c'est pas souvent connu des débutants, mais un bitcoin peut être divisé en 100 millions de sous-unités qui s'appellent des SAT. Des Satoshi, ouais. Un jour, on parlera qu'en SAT, d'ailleurs. On parlera en SAT. Si un jour le bitcoin, je dis n'importe quoi, est à 100 millions de dollars... On parlera plus en 0,000. Et du coup, un SAT, ça vaudra $1. Ouais. Donc là, on parlera en SAT, par exemple. On parlera en SAT tôt ou tard. Donc on pourra dire, j'ai acheté ma baguette, 3 SAT, 4 SAT. Voilà, probablement la baguette, elle vaudra 20 SAT. Ouais. $20, quoi. Ouais. Mais... Et du coup, là, t'as quelque chose qui est décentralisé, immuable, infalsifiable. T'as pas un État qui peut mettre la main dessus. Il y en a que 21 millions. Mais moi, je prends pas les autres. Tu vois ce que je veux dire ? Et en fait, quand t'as compris qu'il y en a que 21 millions et que le mec a réussi, Satoshi Nakamoto, qui soit un groupe ou un mec... Ouais, comme réserve de valeur, c'est... A créé l'unicité numérique. Mais alors, il y a quand même une faille dans l'argument. C'est que de dire, oui, il y en a que 21 millions, mais par contre, il y a un nombre infini de crypto-monnaies. N'importe qui peut forquer le Bitcoin et en faire une copie, et puis voilà. Mais du coup, c'est là où le contre-argument, c'est oui, mais l'effet de réseau est extrêmement important. C'est pas si demain c'est la confiance. Facebook était en open source et tu pouvais cloner son site, c'est pas pour autant pas. Tu pourrais pas répliquer le network effect de 3 milliards de personnes qui sont sur le réseau social. Là, c'est la même chose, et c'est ce qui fait que clairement, Bitcoin... il a un effet de réseau qui est extrêmement difficile à battre. Après, on voit bien que c'est pas parce que, par contre, Facebook, il a son effet de réseau, mais tu peux quand même créer TikTok. Oui. Tu peux quand même créer YouTube, etc. Qui vivra, verra. et ces réseaux sociaux peuvent cohabiter entre eux parce qu'ils n'ont pas la même proposition de valeur, en fait. Et c'est pour ça que oui, le Bitcoin a sa place, ça va être un réseau social de la monnaie. Exact. Et il y en a d'autres qui vont émerger. Et clairement, je pense qu'Ethereum, en gros, Bitcoin, c'est Facebook, si on veut, ou Twitter, comme tu veux, et puis Ethereum, c'est l'autre. Enfin, c'est l'inverse, tu vois. Ethereum n'a jamais eu vocation d'être devenir une monnaie. Ben non, c'est vrai.
J'ai quand même payé, alors à Prospera, j'ai payé une entrée Oui, de tu store en peux, Ethereum. mais ça n'a jamais eu pour vocation Ça, quand même, d'être... le token a une valeur, donc tu peux Oui, l'utiliser comme... bien sûr. Ouais. Bon, après... et puis par contre, les stablecoins sur Ethereum, eux, là, c'est clairement considéré comme une monnaie. Oui. Donc, ok, il y a inflation. Il y a donc effectivement la concurrence, le fait que les monnaies fiat, cette inflation crée justement une partie de cet argent qui va dans le Bitcoin. D'autres mécanismes qui expliquent, puis l'adoption du coup. L'adoption. Et après, si c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui utilisent le Bitcoin. Après, il y a bien un truc qu'il faut comprendre, c'est que ok, là on parle trop Bitcoin, c'est trop bien tout. N'en faites jamais une religion. Ouais. Rien n'est sûr, rien n'est certain. Qui pensait que Kodak allait mourir, qui pensait que Nokia allait mourir, qui pensait que Google était encore intouchable il y a un an. Ouais. Ou deux, ouais. Ou deux. Rien n'est sûr. Rien n'est sûr, et c'est pour ça, ne faites pas l'erreur de certains Bitcoin maximalistes que j'appelle toxiques, en tout cas qui sont fermés, c'est-à-dire qui sont ultra-libérales, mais que si tu penses comme eux. C'est paradoxal. Restez ouverts, ne soyez pas comme les mecs qui ont investi dans l'or à l'époque, ils disent non mais il n'y a que l'or qui est bien, Bitcoin c'est de la merde. Bon, après ils ont vu, bon l'or est très bien, hein. Juste pour reparler, donc restez ouverts sur ça. Et je vais te donner un dernier truc qui est arrivé très récemment. Mon grand-père est décédé il y a quelques temps, paix à son âme. Toute sa vie, il a bossé, il a acheté un appartement qu'il a revendu à Bilbao, 100 000, c'était en francs, mais en pesetas, je sais pas quoi, mais c'était juste après le passage. Donc on va dire 100 000 euros en 2000-2002. Il les a mis sur et on a découvert son testament que c'était sur un compte courant depuis 25 ans à peu près, ou 23 ans. Sans intérêt. Sans intérêt. Oh, ça fait très très mal. Combien tu penses que ça ferait aujourd'hui si ça avait été en or? En or. Oh bah ça vaudrait moins 10 fois plus. Hein. Parce que souvent on dit non pas 10 attends, fois. Attends, on dit ça vaudrait 5 fois plus. On dit non mais attends, Bitcoin à 1 million, tu délires, ou Bitcoin à 21 millions. Non, et là j'adore cet exemple parce qu'il est hyper parlant. On parle de 25 ans, c'est long et c'est pas long. C'est 5 fois plus, 500 000. Alors, je vais te dire en 2024 parce qu'il y a quand même une anomalie de marché pour moi sur l'or en ce moment. Oui, parce que là ça a augmenté énormément. Ça fait x2 en un an. Donc ouais. L'année dernière c'était 650 et cette année c'est 1,2 million. Waouh. Donc 12 fois en 25 ans. J'aime pas dire cette année 1,2 million parce qu'en fait, ça n'aurait pas été la même histoire. Ouais. Exactement. Oui, c'est pour ça que je dis, parce que je dis, ouais, 1,2 million, tu vois, avec mon père, j'en ai parlé, je fais, attends. Mais s'il avait mis dans le SP500, ça serait plusieurs millions aujourd'hui, ouais. Donc, ouais. Donc on dit oui, l'inflation. L'inflation, c'est quoi? C'est assez pour piquer, pas assez pour te rebeller. C'est ça. Ok, bah écoute, merci. Donc pour tous ceux qui veulent en savoir plus, comment ils peuvent aller te voir? Florent Gabriel sur mes réseaux, Instagram, YouTube, ma chaîne YouTube qui va être lancée avec podcast, LinkedIn. Vers ton entreprise de minage pour ceux que ça intéresse. Exactement, pour ceux qui souhaitent découvrir, devenir mineur du Bitcoin, participer à cette révolution, avoir du rendement passif. On peut faire un coupon de réduction pour mon audience? Ouais, carrément, ouais. Carrément. Voilà, on mettra Olivier. Puis Olivier, qu'est-ce qu'on leur donne? Très simple. Déjà, je peux leur offrir un wallet gratuit. Comme ça, je suis sûr que vous stockez pas sur un exchange. Donc un Ledger ou un Ledger ou une Tangem, whatever. Et les frais d'installation gratuites. Allez hop, c'est parti. Ça, on peut faire. Super, merci à toi d'avoir partagé tout ça. Excellent. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo, les rebelles intelligents. Si vous êtes encore là, c'est clairement que ça vous a motivé, intéressé. Donc, pensez à partager l'amour, n'est-ce pas? Envoyez cette vidéo à quelqu'un qui pourrait être intéressé. Cliquez sur le bouton like, là, assassinez même le bouton like. Et donc, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. En attendant, n'oubliez pas, soyez rebelles, soyez intelligents, puis faites partie des gens qui s'intéressent au Bitcoin et aux bonnes crypto-monnaies. Ciao, ciao, ciao.